commencer alors, donc avec une demi-heure de retard. C'est ça le rock aussi, le punk. Du coup, j'avais prévu donc voilà, on m'a demandé de. Je me présente, Arnaud. Voilà, donc, on m'a invité, alors je sais pas pourquoi exactement, vraiment. Les titres, alors j'ai vu sur les affiches que c'était Arnaud, Bolshoi, voilà, donc on se passer de musicien, de petit musicien toulousain. Voilà, et ça, en fait, ça fait un moment que je suis dans la scène punk aussi, un peu moins maintenant parce que des enfants, parce que plus vieux, parce que l'alcool fait plus mal le lendemain aussi, tout un tas de choses. Mais voilà, ça fait une trentaine d'années, un peu moins, 25 ans que voilà, j'organise des concerts, que je participe à des groupes, voilà, je suis un peu actif dans cette scène punk. Et j'avais écrit il y a une dizaine d'années un bouquin sur une espèce d'histoire de ce que j'ai appelé Nyark-Nyark, donc fragment des scènes punk et rock alternatif en France, 76-89. Donc c'était pas du tout un truc exhaustif, mais c'était un peu au travers de la façon dont moi j'avais traversé ces années-là, la fin des années 80, début des années 90, retrouver un petit peu les acteurs de cette scène-là et essayer de comprendre un petit peu les dynamiques qu'il y avait eu et de comprendre comment cette scène française s'était constituée et avait grandi, avait grossi, avec quel concept, quelle cohérence et comment, au bout d'un moment, ça avait un petit peu explosé à la fin des années 80. Donc voilà, donc là on me demande de travailler un petit peu sur ce rapport entre punk et politique, c'est ça, hein, grosso modo, engagement, enfin voilà, c'est un petit peu mouvement. Et du coup, mon parti pris, c'était de revenir un petit peu en arrière, donc jusqu'aux années 50, la naissance du rock'n'roll, parce qu'à mon sens, il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là, au niveau historique, au niveau sociologique, au niveau technologique, qui vont vraiment influer énormément sur tout ce qui va se passer après. Et donc ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur ces années 50 aux États-Unis, c'est important, la naissance du rock'n'roll, et après traverser quelques décennies rapidement pour arriver à l'année 70, naissance du punk, et là pour le coup se centrer en France parce qu'il y a une vraie spécificité de la scène punk française. Punk et du coup rock alternatif sur. Alors le rock, et c'est un petit peu ce que. Alors je vais essayer, comme on a pris une demi-heure de retard, je vais aller un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu. Là j'avais écrit pas mal de trucs, mais du coup je vais aller être un petit peu plus elliptique que prévu. Laisser de la place au débat après, si vous avez des questions, des trucs que vous ne comprenez pas, des choses où je ne suis pas clair. Après on peut même, enfin on est en famille là du coup, là, c'est un petit peu, si vous voulez m'interrompre au milieu, il n'y a pas de souci. Et donc le rock, et je mets le punk à l'intérieur de cette grande famille du rock qui veut tout et rien dire, il y a toujours deux visions. La première, c'est le rock en lien avec l'ordre social et les valeurs morales, donc ça c'est plus le rock violent, le rock qui va parler de sexualité, qui va être révolutionnaire, etc. Anticonformiste, progressiste, donc cette vision un petit peu progressiste du rock, le rebelle, et de l'autre, le côté plus politique, économique, où en fait le rock c'est un produit de consommation de masse en fait, et qui travaille par et pour le capital. Et donc, un petit peu tout au long, et ça va être valable aussi pour le punk à un moment donné, on va être dans cette dualité-là, avec le côté au niveau de l'ordre moral, de l'ordre social, voilà, quelque chose de très émancipateur, et de l'autre côté, quelque chose qui en fait reproduit aussi des schémas. Des schémas qui ne sont pas forcément ceux qui nous plaisent. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi fortement en France dans les années 80, alors j'y reviendrai après de façon un petit peu plus précise, mais où il y a eu dans les années 80, il y avait, donc c'est l'avènement du rock alternatif, donc Berger Noir, Bondage Records, etc. Et il y avait à côté toute une frange de labels et de groupes qui ne se revendiquaient pas de rock alternatif, pour qui en gros c'était un petit peu des donneurs de leçons politiques, etc. Et qui disait, nous on fait du rock, on est des rockers, on a une dégaine, on fait des instruments, rien que parce qu'on fait du rock, on emmerde la société, on est de toute façon en dehors de cette société-là. Le rock est intrinsèquement quelque chose de rebelle, de révolutionnaire. Et face à ça, il y avait les gens du rock alternatif qui disaient,
à la limite, on se fout de la musique, on se fout du look, etc. Ce qui est important, c'est pas la musique qu'on fait, c'est la façon dont on la fait et la façon dont on la gère, de façon au niveau économique surtout. Donc nouveau label, voilà, des trucs qui sortent complètement des circuits classiques et donc cette dichotomie-là entre on est des rockers, donc de toute façon on n'a rien à prouver parce que politiquement on est hors jeu, et les autres qui sont des vrais politiques et qui ont une réflexion là-dessus, on la retrouve encore aujourd'hui. Et tout à l'heure, on a une petite discussion là sur les co-warriors, enfin hip-hop, green punk, etc. Il y a toujours ce truc-là, des gens qui disent arrêtez de nous emmerder avec les donneurs de leçons, etc. Je suis punk, j'ai une crête, donc de toute façon, je me mets en marge, donc je suis un rebelle. Donc, en fait, là, je m'aperçois que je vais prendre beaucoup de temps, je fais plein de digressions. Donc pourquoi dans les années 50 on va revenir donc sur la naissance du punk, donc je reviens au rock. Pourquoi dans les années 50? Donc pour tous les genres musicaux, on va voir la conjonction de plusieurs phénomènes dans les années 50 aux États-Unis, je le répète. Des mutations au niveau des créateurs, au niveau de l'industrie culturelle, l'industrie notamment celle du disque, et au niveau du public. Donc des nouvelles conditions économiques et démographiques qui, voilà, une espèce de truc où toutes les lunes vont être alignées et qui vont faire que ça va péter. Vous allez voir. Donc, au niveau de l'industrie et notamment du disque, là, c'est au niveau technologique qu'il va y avoir plein de mutations. Jusque dans les années 30, le disque vinyle n'existe pas. On est sur les 78 tours qui sont faits en lac, imprimés que d'un seul côté, hyper fragiles. Ce qui fait que c'est très compliqué d'échanger ces disques-là. Apparition après la guerre donc, du vinyle, donc il y a plusieurs labels, il y en a un qui, je sais plus qui c'est, je crois que c'est RCA qui fait le 45 tours, un autre c'est votre Columbia qui fait le 33 tours, voilà, qui crée deux standards. Et ça va énormément jouer, surtout aux États-Unis, parce que c'est à l'époque un truc incassable. Enfin, c'est vendu comme incassable, quand après on nous a vendu le CD ici comme quelque chose d'incassable. On s'aperçoit que le CD est plus cassable peut-être que le vinyle, mais voilà. Mais bref, en tout cas, ça veut dire qu'à l'époque, on peut imprimer plein de vinyles, les balancer dans tous les coins des États-Unis, et ça arrive, ce qui n'était pas le cas avant. En parallèle, il y a l'apparition de la télévision, ça à la limite c'est anecdotique pour le... Enfin, c'est pas anecdotique, l'apparition de la télévision, et la limitation on supprime la limitation du nombre de fréquences attribuées par région aux radios, donc beaucoup de radios qui éclosent un petit peu partout aux États-Unis, et en parallèle l'apparition du transistor. Donc on peut écouter la radio un petit peu partout, il y a plein de radios qui se créent un petit peu partout, et ces radios peuvent être abondées en disques de façon beaucoup plus facile qu'avant. Et comme il y a beaucoup de radios, il y a de la concurrence entre les radios, et donc du coup chacune va se spécialiser sur tel ou tel créneau musical. Donc du coup on va être beaucoup plus pointu sur le créneau musical qu'elle produit. Donc du coup, en parallèle, ça va faire qu'il y a plein de labels de musique qui vont se créer dans ces années-là pour répondre à la demande des radios. Et donc des labels qui sont Sun, qui sont Atlantic, qui sont des trucs qui sont aujourd'hui des références, grandes références, et qui au début sont des tout petits labels qui se créent parce qu'il y a une opportunité en fait. Et changement aussi au niveau des radios, jusque dans les années 40, la musique qui est jouée à la radio, c'est de la musique qui est jouée par un orchestre. On voit dans des films des animateurs radio, et puis hop, ils lancent, et il y a 40 bonhommes qui jouent des trucs. Et le fait quand ça commence à passer au disque, pour énormément de gens, c'est une hérésie. Il y a plein de musiciens qui vont imprimer des disques, enfin, pas imprimer, mais produire des disques, et avec des mentions dessus écrit non autorisé en passage radio. C'est-à-dire que c'est pas assez noble pour les oreilles des auditeurs. Le fait qu'il y ait plein de petites radios qui se multiplient, ils s'en foutent de ça. Voilà, c'est beaucoup plus pratique et vachement moins cher, plutôt de payer 40 bonhommes pour faire un morceau, d'acheter un 45 tours. Donc tout ça fait que le rapport à la musique va changer énormément. Donc au niveau des créateurs, ça c'est au niveau technologique, on va dire des médias et de l'industrie du disque. Au niveau des créateurs, donc même s'il y a énormément à dire, je vais aller assez vite là-dessus,
Mais voilà, on a le blues, rhythm and blues, la country, la musique western, etc., qui se rencontrent en fait, et qui vont créer ce qu'on va appeler le rock. Là, pour le coup, on parle vraiment du rock and roll. Après, je vais utiliser le terme rock de façon générique pour parler du punk et tout ça. Là, c'est vraiment le style rock qui, après, va devenir rockabilly, etc. Et donc, quelque chose de très important dans l'Amérique des années 50, c'est que donc, ça va être un mix de musique noire et de musique blanche. Et un mix donc, au niveau des influences, au niveau des auteurs, au niveau des créateurs, mais aussi au niveau des interprètes. Et donc, on est encore. Les mouvements pour les droits civiques, ça commence qu'en 54, qui est l'année de naissance officielle du rock'n'roll aussi. Mais voilà, c'est-à-dire que quand ça se crée, on est dans une espèce de transgression de ce qu'est l'Amérique de ce moment-là, assez forte. On pourrait parler de la genèse musicologique du rock'n'roll pendant des heures, mais c'est pas le propos là. Et une forte évolution aussi donc, du public et de la société américaine. Donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale. On a les premières générations du baby boom. Voilà, beaucoup de jeunes. Et en parallèle, un truc hyper important, c'est l'apparition du concept d'adolescence, qui n'existait pas jusque-là. Jusque-là, hop, on était un gamin. Après, suivant le pays où on était, l'âge de transition on est un enfant, on passe adulte, on va travailler. Et suivant les régions, ça a changé. Mais voilà, à partir en gros, entre 11-12 ans et 18 ans pour les mieux lotis, on était enfant, on passait à... On devenait adulte. Et apparaît ce concept d'adolescence, qui est un truc... je ne sais pas si on l'a encore compris aujourd'hui, mais une espèce de truc un peu mouvant entre où on va commencer à avoir des responsabilités, on n'est plus vraiment un enfant, mais on n'est pas vraiment un adulte non plus, on va dire plus ou moins peut-être reproché d'autres adultes, mais on est quand même une espèce de groupe social, et là c'est ce qui se passe aux États-Unis, qui prend conscience de lui-même, qui va développer ses propres codes, ses propres valeurs, ses propres rituels, ses propres rites, et en gros, ces codes, ces valeurs, ça va se créer notamment autour du cinéma et autour de la chanson. Et en plus, truc super important, ces adolescents, ce groupe social adolescent, a un pouvoir d'achat. Donc, et aussi, truc hyper important, dans cette période post-Seconde Guerre mondiale, c'est aux États-Unis un petit peu l'avènement de la société de consommation, c'est-à-dire que jusque-là, on est vraiment dans la tradition WASP, protestante, très rigoriste. Et à cette période-là, face à cette espèce de traditionnalisme originel, c'est l'industrie du disque qui gagne, et en gros, on en arrive au truc de la consommation devient un plaisir, alors qu'avant c'était un truc un petit peu tabou, c'est plus une aliénation. Et donc on a un public donc pour qui la consommation, ça devient une vertu, bonheur égale achat, ou achat égale bonheur, je ne sais pas quel sens que Bref. Donc si on récapitule tout ça, on a l'apparition d'un nouveau segment de marché, l'adolescence, qui a du fric, un petit peu, et en face donc des industries qui, pour le coup, ont été hyper actives. On verra que ce n'est pas du tout le cas sur les décennies, et notamment en France. Enfin, en France, il y a un sacré problème par rapport à ça. En tout cas, l'industrie culturelle, et notamment l'industrie du disque, qui pige que là, il y a du fric à se faire, et qui donc va foncer pour fournir à cette adolescence américaine ce qu'elle veut, et donc c'est du rock'n'roll. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les lignes qui sont alignées pour que ça marche en fait. Donc on a un moyen de diffusion qui est le disque qui est facile, on a des gens qui sont là pour l'acheter, et on a des gens qui sont en train de créer un nouveau truc qui va tout révolutionner au niveau de la musique, au niveau des codes, etc. Donc le rock'n'roll. Alors les principales revendications du rock, quand on les regarde aujourd'hui, ça va vraiment pas péter loin. Mais sauf que quand ça se passe, c'est années 50 aux États-Unis, et ça change un petit peu la donne. Premier truc, c'est du fun, on veut du fun. Et donc apparition du concept de fun. Alors à chaque fois, je vous cite là des morceaux, donc le morceau Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets, voilà, c'est ce truc-là, c'est, alors je
dis quelques phrases traduites, hein, mais c'est quand l'horloge frappera les coups de 2, 3 et 4 heures, si l'orchestre ralentit, nous crierons à tue-tête pour en demander plus. Nous allons faire le tour du cadran, danser le rock cette nuit, nous allons danser le rock, danser le rock, danser le rock, jusqu'à ce qu'il fasse bien jour, nous allons danser le rock toute la nuit. Donc voilà, espèce de truc, ça fait sourire, c'est un peu, c'est très naïf, mais on est quand même voilà, dans des trucs qui remettent en cause un petit peu le travail, le cadre contraignant de l'âge adulte, et ça c'est une nouveauté, ça n'existe pas jusque-là. Donc c'est vraiment ce truc, c'est le fun, la liberté, on va danser, c'est super. Deuxième truc important qui aussi, aujourd'hui, on va voir qu'on l'a dépassé largement, mais c'est au niveau du sexe et de la sexualité. Les textes comme Great Balls of Fire, je vous laisse imaginer donc ce que c'est que les grandes boules de feu. La gestuelle, les mimiques, la voix, enfin voilà, les déhanchés d'Elvis Presley, même si aujourd'hui ça peut nous paraître 60 ans plus tard un petit peu bizarre, c'est un truc qui ne passe pas du tout à l'époque. Et voilà, c'est là que sont posées un petit peu les premières pierres de l'amour libre, du peace and love des années 60, après des hippies, etc. Troisième truc, un hymne à la consommation. Hymne à la consommation, notamment des adolescents, donc c'est Blue Sweat Shoes, etc. Et voilà, donc en gros, c'est tu peux faire ce que tu veux, mais n'abîme pas mes chaussures en suédine bleue. Donc, des petits trucs, des petites revendications, donc, je vous disais, qui peuvent paraître minimes, du fun, on veut sortir du cadre parental, on veut avoir la liberté sexuelle, on veut pouvoir consommer comme on veut, donc sous-entendu développer nos propres valeurs, nos propres codes, etc., sortir du carcan des adultes. Et ces bouleversements-là, en fait, ça va quand même sacrément inquiéter le pouvoir conservateur américain. Si on rajoute en plus le fait qu'il y a des noirs et des blancs ensemble dans le truc, ça a plus après l'image qui va être aussi relayée par le cinéma du rebelle. Voilà, et donc ça fait qu'il y a une certaine inquiétude du pouvoir conservateur par rapport à ça. Même si, je vous le répète, c'est voilà, vu de manière. Enfin, on voit que le bois n'a rien à craindre des rockers et des blousons noirs. Voilà, et en gros, donc, j'accélère un petit peu ces revendications, ça a posé les pierres de tout ce qui va se passer après au niveau, on va dire, grand mouvement de jeunesse et politique. Donc que ce soit alors là, on n'est que sur de des choses. Excuse-moi, je me suis perdu. Voilà, là on est sûr que des revendications très égoïstes, en fait, très personnelles, très individuelles, et c'est qu'après, dans les décennies d'après, années 60, années 70, qu'on va arriver à des choses plus politiques. Donc années 60, on va passer très vite dessus, mais c'est le pacifisme, la reconnaissance des minorités, le I'm Black, I'm Proud, etc. Et 70, le gros mouvement qui arrive, c'est le punk, donc avec le No Future. Et voilà, et donc là j'en arrive donc au punk. Années 60, on va passer dessus, peu importe. Donc au niveau du punk, donc pour schématiser, on peut dire que ça naît dans les années 70. On peut dire que c'est les États-Unis qui vont créer le style musical et les Anglais, tout le décorum qu'il y a autour, le look, le discours. Alors, quelle date donner au punk? Est-ce que c'est 77 comme vous avez mis sur la banderole? Est-ce que c'est 76? Est-ce que c'est 73? Il y a autant de versions que de gens qui s'intéressent à cette question-là, donc et sur la naissance et sur la fin. Est-ce que ça s'arrête? Il y a des gens qui disent novembre 76, c'est plié quoi. Il y a des gens même, je pense, qui sont capables de le dater au jour près. C'est après quel concert au Gibus, machin, mais voilà, l'idée c'est que tout est un petit peu dans un continuum. Et moi j'aime bien cette date 77 parce que 77 c'est l'année où Elvis Presley est mort. Et le punk, même si, donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, en fait, se sert de ce qu'a créé le rock'n'roll, se construit contre le rock'n'roll. Et en gros, le rock'n'roll c'est la musique à papa. Et nous, c'est ce monde-là qu'on veut exposer. Et donc, voilà, dans toute
littérature, c'est pas la littérature, mais la discographie anglaise de la fin des années 70, voilà, il y a énormément de morceaux contre le punk, MDC is Dead, etc. Voilà, moi j'aime bien 77, mais bon après, est-ce que ça a intérêt de vraiment donner une date de naissance? Je n'en suis pas sûr. Donc, quand j'avais fait mon bouquin, j'avais distingué 4 périodes. Je vais vous résumer ça un petit peu et après on pourra en discuter. J'essaie de, ça fait déjà 20 minutes, d'aller un petit peu vite. 4 grandes périodes qui expliquent un petit peu toute la dynamique du punk en France et du rock alternatif. Donc la première période, c'était la période 76-79. Donc 76, au niveau anglais, donc américain, on a le premier album des Ramones. En Angleterre, le premier 45 tours des Sex Pistols. Et fin 76, la première grosse tournée qui est l'Anarchy Tour avec Sex Pistols, les Damned, je sais plus, Johnny Sanders and the Breakers et les Clash. L'affiche n'est pas dégueu, ma foi. Voilà, ça commence 76. Donc on peut dire, voilà, en gros, le punk est là. En France, il n'y a rien. C'est le néant total. Il y a quelques groupes sur cette période-là qui vont se créer, notamment il y a trois grands pôles, c'est la Normandie, Paris et Lyon. Alors pour Paris et la Normandie, j'ai des explications, Lyon, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un le sait, mais je ne sais pas. La contamination du punk, elle se fait par l'Angleterre. Et donc il y a deux grands médias. Un, c'est ce que j'ai vu dans plein d'interviews que j'ai pu faire, ce qu'on appelle les grands frères. C'est tout le temps le grand frère d'un copain qui est allé à Londres dans ces années-là et qui a ramené un disque, et qui a ramené un t-shirt, et qui a ramené et plein de gens qui flashent et sur la musique et sur l'esthétique, sur la graphie des pochettes, etc. Voilà, donc les grands frères des copains ont beaucoup fait pour la scène musicale française. Et le second vecteur, c'est la radio. Et il y a notamment une radio pirate qui, je ne sais plus quel est son nom, mais qui émet depuis l'estuaire de la Tamise, depuis un bateau. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur cette radio-là. Et en fait, qui est du coup en dehors des eaux territoriales anglaises, dans une espèce d'endroit où en gros ils ne peuvent pas être emmerdés, alors du coup le détail du truc, mais qui fait que voilà, ils balancent toute la production punk un petit peu, donc sur toute cette zone-là, et notamment ils irriguent donc la Normandie, qui fait que voilà, il y a plein de gamins à l'époque qui entendent ce truc-là, et qui, parce que c'est facile d'aller en Angleterre, vont choper ces trucs-là, et donc il y a plein de groupes qui se créent, les Dogs, je suis fier de ne rien faire, de Liebenstein, voilà. Et donc à Paris, les premiers groupes, donc Metal Urbain, Stinky Toys, etc. Et donc quelques groupes à Lyon. Et ça, Marie et les garçons, Star Shooter, donc avec le chanteur Kent, qui retravaille sur le succès dans une autre vie. Et donc en France, il y a, à part voilà, quelques groupes comme ça, quasiment rien. Donc il y a le Festival de Mont-de-Marsan en 1976, mais qui voilà, a regroupé quelques centaines de personnes, qui étaient essentiellement des Anglais et des Espagnols. Après, si vous faites un travail d'historien que vous parlez de ce festival-là, vous allez rencontrer des milliers de personnes qui ont participé à ce festival-là. Mais techniquement, c'est pas possible, c'est pas les chiffres qu'il y avait à l'époque. Donc il y a un réel retard de la France par rapport notamment à l'Angleterre, je ne parle même pas des États-Unis, au niveau de cette scène rock, donc tant au niveau des structures, les salles de concert, les studios d'enregistrement, etc., que de la culture en général. Les groupes sont isolés, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de scène. Donc quand je parle de scène, c'est voilà, la réunion d'artistes, de lieux, de public, en fait, voilà, donc ça n'existe pas dans cette période-là. Un petit peu sur Paris, à la fin des années 70, ça commence, enfin sur la fin de 79, ça commence à se structurer, on ne peut pas parler de structure vraiment encore. Seconde période, 80 à 82, donc là c'est depuis 79, donc Margaret Thatcher qui dirige le Royaume-Uni. Donc voilà, je ne reviens pas sur sa politique violente, antisociale, abjecte. Dire, et donc qui va impliquer donc, une radicalisation de la scène anglaise, et donc avec l'apparition de la Oi, de la mouvance Punk's Not Dead avec Exploited qui
qui est un peu la jonction entre ces deux courants-là en tête. Voilà, donc on passe au niveau de l'esthétique musicale à quelque chose de différent. C'est-à-dire les groupes, quand on parle de punk 77, c'est quand même une certaine esthétique musicale, même si elle est très variée aussi. Sur les groupes 80-82, le punk Vendetta, etc., on est sur quelque chose de beaucoup plus dur, même musicalement. Et en France, donc, c'est les débuts de la structuration de la scène. Structuration donc, notamment au niveau des médias. Donc, Mitterrand qui est arrivé en 81, donc, qui autorise les radios associatives à émettre sur la bande FM. Donc, tout ce qui était les radios pirates deviennent ce qu'on appelle les radios libres. Elles vont devenir légales. Et donc, du coup, on va avoir énormément de radios punk et d'émissions punk sur ces antennes-là. Donc avec un réseau de radio qui s'échange des cassettes, etc. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les fanzines aussi, développement énorme du fanzina. La télé, fin 82, on commence à avoir des émissions rock, donc les enfants du rock, Platine 45, etc. Gros problème en France, l'industrie du disque. L'industrie du disque jusqu'à très tard, mais c'est quand elle se réveillera en fait qu'elle va tuer un petit peu le rock alternatif. Mais là, à cette période-là, ils sont complètement aveugles. Et je ne sais pas s'ils ne voient pas ou s'ils ne veulent pas voir en tout cas ce qui se passe au niveau du punk outre-Manche et outre-Atlantique. Je pense plus que c'est qu'ils étaient juste nuls, qu'ils ne captaient pas qu'il y avait un public, un potentiel avec cette musique-là. Et donc ils sont toujours à la recherche de ce qui a marché, c'est-à-dire en gros jusque-là, pour les jeunes un petit peu véhéments, trust ou téléphone. Donc ils cherchent un nouveau trust, ils cherchent un nouveau téléphone. Il est en train de se passer des trucs terribles, des groupes de dingue, mais ils passent complètement à côté. Claude Panic, donc, qui est le chanteur de métal urbain, le premier chanteur de métal urbain, il va démissionner du groupe et envoyer une lettre à la presse où il fustige donc les maisons de disques, et dedans, je vous lis juste un extrait, il dit, en gros, enfin, voilà, je sais plus, c'est des termes très fleuris, je crois qu'il chie à la gueule des maisons de disques, etc. Ou pour signer, il fallait être vieux, donc entre parenthèses, il dit connaître du monde, avoir les cheveux longs, donc être insignifiant, jouer du hard rock, donc plaire à la masse, et chanter en anglais parce que c'est pas dérangeant. Donc voilà, et ça résume assez bien comment dire, l'autisme des... enfin, c'est pas le terme parce que c'est pas... mais bon, enfin, le fait que l'industrie du disque est complètement... passe complètement à côté du phénomène punk qui cartonne. La scène elle reste très cloisonnée géographiquement. Il n'y a aucun réseau vraiment qui arrive à faire de contact entre les petites scènes de chaque ville. Et au niveau des concerts, c'est un peu la catastrophe, on a des conditions de concert déplorables, des sons tout pourris, il n'y a pas le matos, il n'y a pas les gens qui savent se servir du matos, il n'y a pas les gens qui, même s'ils savent se servir du matos, ont l'oreille formée au rock et au punk. On a une scène hyper violente et c'est le début des phénomènes de bandes, notamment sur Paris, mais ça va vite se développer un petit peu partout en France, donc des bandes qui peuvent être affinitaires, des bandes qui vont être géographiques ou de familles de mouvements de jeunesse, les punks, les psychos, les skins, les redskins, les zoulous, etc. Mais globalement, on a une telle rareté de l'offre musicale que tout le monde va dans les mêmes concerts. Donc toutes ces bandes qui, a priori, se détestent, vont se retrouver dans tous les mêmes concerts, salles, et en gros, donc c'est une période où c'est... moi j'y étais pas, hein, mais c'est de ce qu'on m'a raconté plein de gens, plein de copains. Voilà, on savait qu'on allait se cartonner quand on allait à un concert, on ne savait pas si on allait rentrer avec les chaussures, si on allait rentrer avec les fringues, enfin, c'était un petit peu compliqué. Donc c'est un autre truc important de cette scène-là, il faut que j'accélère, je sens que je vais aller vite. Mais je finis là sur cette période-là qui est vraiment importante, 83, 86, un petit peu aussi. Le phénomène des squats qui est vachement important pour la structuration de la scène à cette époque-là. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas de lieu pour jouer. Et en même temps, il y a tout le nord-est de Paris, dans le 20e, qui est, enfin, 19e, 20e, qui est truffé de squats, de plein de bars qui sont à l'abandon.
Et donc ils vont être squattés, avec des squats qui vont être plutôt politiques, d'autres plutôt artistiques, des fois les deux, des fois ça va pas être simple d'avoir les deux en même temps. Et squats donc qui sont liés aussi au développement de la mouvance autonome. Donc je vais vite là-dessus. Mais du coup, on se retrouve avec l'équation où on n'a pas de lieu pour jouer, on a de l'autre côté des lieux qui sont tenus par des gens qui a priori partagent un certain nombre de valeurs communes, sur notamment le régime système, la haine des flics, des militaires, etc., des fachos, et donc très vite, c'est ces squats qui vont devenir le lieu d'émergence de la scène punk. Et donc on va avoir des rapprochements assez étroit entre la mouvance autonome et la scène punk. Même si ça ne va pas toujours être facile, parce que la scène punk enfin, voilà, les deux mouvances ne sont pas forcément d'accord sur tout en même temps, et sur les façons de faire, etc. Et donc là aussi, ça va un petit peu créer des étincelles. Période suivante, la période 83-86, là c'est vraiment la période où le mouvement se structure vraiment et se renforce. Donc l'industrie qui est toujours out, mais là on dit 83-86, 86 ça fait 10 ans déjà que les Clash ils sont formés, Sex Pistols et tout ça. Enfin, je pense qu'il y avait des bons abrutis à la tête des maisons de disques à l'époque. Ça a changé après. Après c'était plus abrutis, c'était des salauds. Mais là je pense qu'ils étaient juste abrutis. Et donc c'est sur cette période-là que vont se créer tous les gros labels, sur 83-86, qui vont sortir en fait tous les groupes qui sont devenus cultes en fait sur la scène punk et la scène rock alternative, on va dire. Donc en premier lieu, Bondage Records, Gougnaf Mouvement, Negative Records, etc., etc. Et donc avec des degrés de conscientisation divers et variés, et qui reflètent un petit peu ce que je vous disais au début du speech là, sur en gros par exemple Bondage Records, qui eux, donc c'est le label des Berruriers Noirs, donc fondé notamment par Marsu, qui va être appelé le commissaire politique des Berruriers Noirs, qui ont une vision hyper politique de la musique et de la scène. Et eux, voilà, ce qui est important, c'est la façon dont on fait la musique. Donc c'est eux qui vont populariser des prix pas chers, ceux qui vont populariser des conditions de concert qui vont être optimales, ceux qui vont populariser le fait qu'on a des services d'ordre qui se permettent de décider qui rentre ou pas dans les concerts en fonction de l'appartenance politique. En gros, t'es un fave, tu rentres pas. Tu veux essayer de rentrer, tu fais péter la gueule. Voilà, tout ce genre de choses-là. L'idée c'est, il n'y a rien, donc on est dans le do it yourself, donc on le fait nous-mêmes, et du coup, les trucs qu'on va créer, c'est vraiment le truc idéal qu'on voudrait avoir. Bondage Records, c'est vraiment dans cette optique-là. Tout ce qu'on voudrait, le concert idéal, parce qu'à l'époque, les endroits où ça peut jouer à Paris, le Gibus, etc., c'est des endroits avec des services d'ordre qui ne comprennent rien au rock et tout ça, qui sont ultra violents, et à la limite, c'est plus dangereux de se friter avec le service d'ordre des salles qu'avec d'autres dans la salle. Donc en gros, l'idée, on crée les trucs qu'on voudrait avoir. Donc certains très politiques, donc notamment Negative Record, le label des Brigades, et Bondage Record, donc le label de Marsu et des Berruriers Noirs. Mais après plein d'autres aussi, donc Gougnaf Mouvement, après les Cowboys en France. Alors là, il peut y avoir plein de débats sur Cowboys en France, mais qui sont quand même des marqueurs de certaines scènes en province à l'époque. Et voilà, et là aussi on va voir, c'est là que ça apparaît vraiment, parce que c'est sur cette période-là qu'on a vraiment un fort retentissement des groupes, et donc des Berruriers Noirs qui passent au top 50, qui voilà, commencent à gagner des prix, enfin qui refusent de passer au top 50, parce que, bref, voilà, mais qui est à ce niveau de notoriété-là, ce mouvement rock alternatif qui devient la chambre d'écho des mouvements anti-Devaquet, qui était le ministre de l'enseignement supérieur, j'imagine, je ne sais plus quoi, enfin un truc de ce goût-là. Donc, enfin, en gros, grosse manif étudiante en 86, c'est là pour ces manifs que va mourir Madi Bousseki, donc c'était manif contre la loi de Vaquet, je ne sais plus exactement quel était son poste. Mais voilà, et c'est la musique de fond de tous ces manifs-là, c'est Berruriers Noirs. Donc voilà.
Et donc à cette époque-là, donc, deux types de réflexions par rapport à l'autoproduction, qui est le lot donc, de tout le monde. Il y a tous les groupes qui disent on s'autoproduit parce qu'on ne veut pas de nous, on est rejeté, on ne nous aime pas, et tous ceux qui sont plus politiques qui disent on s'autoproduit parce qu'on ne veut pas de vous. Ça arrive un peu la même chose, mais la logique et la dynamique est complètement différente. Et donc c'est cette deuxième branche, c'est on ne veut pas de vous, qui va donner ce qu'on appelle le rock alternatif. Les autres considérant que, juste parce qu'ils font du rock, ils sont hors la loi. Voilà, donc, et j'accélère rapidement. Et donc sur la dernière période, 87-89, en fait, c'est le moment où l'industrie du disque percute que, et donc, enfin voilà, ils arrivent largement après la bataille, qu'il y a de l'argent à se faire avec ce rock alternatif et qui va aller débaucher dans les écuries des labels existants des groupes qui peuvent être un petit peu mainstream, mais qu'on peut vendre avec l'étiquette rock alternatif, punk. Alors il y avait à l'époque des trucs, compilation 300% punk. Génial. Et donc ces groupes, c'est Négresse Verte, c'est les Satellites, la Mano Negra, etc. Après, qui vont être très bien musicalement, mais qui en fait ont été les premiers transfuges de cette scène alternative et qui en gros disaient fuck off, on fait notre truc en parallèle, on développe nos réseaux parallèles, que ce soit les réseaux de médias, les réseaux de salles de concert, les réseaux de labels, etc. Et parce que votre économie est pourrie, on en recrée une, et c'est les premiers en fait à déserter, en fait à être attirés juste par les millions, hein, c'est ces groupes-là, et ça va sonner un petit peu la lali pour toute cette scène rock alternatif à ce moment donné-là. Et voilà, moi c'est pour ça que j'arrête mon propos là en 89 où le groupe Rue Noir décide de se suicider, mais pour d'autres qui font ça avec 3 concerts à l'Olympia. En même temps que ça tombe pile, c'était pas fait exprès, mais que la chute du mur de Berlin, donc ça passer plein de choses ce soir-là, j'ai pleuré. Et voilà, mais bien entendu, il y a quand même énormément de labels qui continuent après, et après, et bon, c'est pour ça aussi que c'est bien qu'il y ait des gens qui sont actifs encore maintenant. Enfin, tout ne s'est pas arrêté à ce moment donné-là, mais c'est vraiment la grosse dynamique qu'il y avait à l'époque où c'était vraiment le truc mainstream, comme aujourd'hui ça pourrait être le hip-hop à la limite, ou je sais pas, mais c'était d'écouter du rock alternatif, du punk. Moi je me souviens quand j'étais à la fac ici, au début, mais il y avait que des gens avec des dégaines qui étaient chacun dans un mouvement de jeunesse particulier. Il y avait tous les psychos, il y avait tous les punks, tous les machins, tous les raids, enfin, c'était voilà, c'était une autre époque. Mais où ces histoires de punk et au sens large, de rock, on va dire, étaient le truc majoritaire. Et au niveau politique, ça a été vraiment cassé sur cette période-là, la fin des années 80, où l'industrie du disque en fait, a rattrapé son retard. Bon, il a fait, voilà, a produit des groupes qu'il a critiqués en fait, parce que l'industrie du disque, c'est fou des propos en fait, hein, parce qu'elle attendait des disques. Et puis, j'en ai terminé là, donc je vous remercie de pas être parti. Et donc je ne sais pas si c'est vous, Cartil, qui continuez, si on passe à des questions, c'est comment vous voyez le truc. C'est comme... Moi j'ai une question plutôt dans la précision avant, parce que c'est vrai que cette histoire-là, on peut déjà la connaître un petit peu, on peut un petit peu entendre parler, mais précisément localement sur Toulouse, est-ce que tu as des trucs à nous raconter sur ce qui se passait à ce moment-là, localement, est-ce quelle est l'histoire des assos, des groupes, parce que comme tu l'as dit, c'est bien de parler un petit peu de ce qui se passe en province, mais clairement, nous, ce qui nous parle un petit peu des fois aussi, c'est de voir comment ça s'est passé ici. Alors globalement, il y a une histoire de la scène toulousaine qui est un petit peu particulière. Alors, j'ai plus tous les trucs, mais le punk à Toulouse, c'est arrivé hyper tard. C'est-à-dire que c'est... ce qu'il y a dans les années 70-80, c'est des groupes très, ce qu'on va appeler rock progressif. Tu vois, c'est pub rock, etc. Et en parallèle de ces groupes qui, à mon sens, pas beaucoup d'intérêt au niveau de l'esthétique musicale, il y avait une scène, c'est-à-dire un public hyper violent et très lié à l'autonomie. Donc, je ne reviens pas sur les trucs, enfin, voilà, les rouillants qui viennent d'ici et tout ça, enfin, tous les garis, etc. Il y avait c'était un peu un chaudron politique à la fin des années 70 ici, et était devenu une espèce de sport,
le fait de dire on ne paye pas les concerts. Une espèce de truc de ici c'est chez nous, machin, c'est voilà. Et donc il y a eu énormément de concerts qui sont fait envahir avec de la casse, mais sur des gros trucs. C'est, alors j'ai plus le nom des groupes, mais ça va être du Deep Purple, voilà, des concerts qui sont pas punk du tout, qui sont des trucs plutôt de babos, quoi, de hippie, et c'est. Mais de la casse, et donc du coup des castagnes avec les flics pas possible, les concerts arrêtés parce qu'il y a des grenades lacrymo jetées dans les salles et tout ça. Et donc au bout d'un moment, tous les gros tourneurs disent Toulouse c'est rayé. Donc en gros les tournées, elles passent de Montpellier à Pau ou à Bordeaux. Et il y a 2-3 ans, qui sont les débuts, tu vois, qui correspondent un petit peu à 79-82, tu vois, sur cette période-là, où il n'y a rien à Toulouse. Parce que ça coûte trop cher, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il y a un morceau de... Comment il s'appelle? Qui fait plutôt du blues aussi. Ça me reviendra, là, le chanteur français, qui s'appelle Riot in Toulouse. Parce que, voilà, il raconte... comment il s'appelle? Little Bob Story. Little Bob. Voilà, et en gros, qui raconte ce truc-là, voilà, un concert qu'il a fait où... voilà, et alors, Little Bob Story, on n'est pas dans le plus fun des bonhommes. C'est lui. Et donc après, l'histoire, en fait, elle commence vraiment du punk à Toulouse, 82-83, où il y a tout un tas d'acteurs qui arrivent sur le marché et qui existent toujours aujourd'hui. Le bikini, donc c'est le tout premier bikini, le fanzine 19, qui était tenu par Tatane, qui tient le magasin de disques Armadillo, et le CAM, qui est une espèce de... Alors je ne sais plus exactement quel était son statut à l'époque. C'est à Donneville, donc un gars qui est à fond dans l'espéranto, etc., et qui a voilà, plein de hangars, et qui en fait des studios de répétition. Il y a encore la moitié des groupes de Toulouse. Depuis 82, lui. Ouais, et t'as ces mecs-là qui arrivent de on ne sait pas où, et qui disent, voilà, des jeunes. Et donc au début, il n'y a pas vraiment de groupe punk, c'est bizarre parce qu'en fait, ouais, ils arrivent, c'est aussi daté, ils arrivent à cette époque-là où en Angleterre on est déjà passé au post-punk, à la new wave, etc. Donc ils sont un petit peu les mêmes acteurs de la scène punk, mais qui ont évolué sur des trucs un petit peu plus froids, un petit peu plus planants, avec le début de l'électronique, etc. Et Toulouse, donc ils ont raté donc, les 5 premières années, 5-6 premières années, et au début c'est plus des trucs de cette veine-là, beaucoup de new wave, beaucoup de trucs un petit peu bizarres musicalement au niveau de l'esthétique, mais qui sont vraiment dans cette veine un petit peu alternative, punk, etc. Et donc pour la Bikini, qui fait tourner pas mal de gens, qui est à l'époque, jusqu'à la fin des années 80, enfin même début des années 90, après je sais pas trop comment c'était, mais en gros sa politique c'était de dire on fait tourner plein de gens connus et systématiquement on met la première partie locale. Donc voilà, ça sert quand même à faire progresser la scène. Et après donc plein de... Et FMR qui est né en 81, qui est toujours là aussi, et qui a fait énormément pour le punk, qui a fait les espèces de premiers festivals à moitié punk. Alors, quand on regarde les programmations, voilà, il y avait des groupes, c'est tout sauf punk, mais bon, enfin voilà, ils faisaient du truc, notamment Mirail aussi, qui faisait des choses. Voilà, donc la scène à Toulouse, elle est avec beaucoup de retard, elle est sur des trucs qui ne sont pas punk, et c'est plus vers 85-86 qu'il va y avoir les premiers vraiment groupes punk, alors avec... des groupes comme SS20, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Des trucs très bien. SS20, un des chanteurs, qui avait à la fin, était celui qui tenait le Fantomas. C'était il y a 10 ans, mais il n'y a pas longtemps. C'est moche. C'était il y a 10 ans. Un super baroque à l'époque. L'OTAN qui après va se créer fin des années 80, enfin, sur sa spécificité de bar punk. Et voilà. Et donc le truc c'est que, et ça j'ai pas l'explication, il n'y a aucun groupe de Toulouse ou de la région, parce que la scène toulousaine c'est beaucoup de groupes de la région aussi. Les Cambrons qui étaient
Castro, Cahors, enfin voilà, tout un tas de groupes qu'on appelle, voilà, qui sont vus du reste de la France de Toulouse, mais en fait qui viennent de Midi-Pyrénées, plus que ça. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucun groupe majeur qui a percé de Toulouse. Alors que dans plein d'autres villes, par exemple, tu prends Montpellier, tu as les Shérifs, tu as OTH, tu prends Bordeaux, tu as au moins. Merde, un groupe génial, enfin bref, qui m'échappe, ça reviendra tout à l'heure. Enfin voilà, dans plein de groupes, dans plein de villes de province, il y a au moins une ou deux références de punk qu'on peut citer. Citer une référence de punk comme ça, un petit peu, voilà, qui parle un petit peu à tout le monde au niveau du punk en France. Sur cette période-là, je ne parle pas après les 90 et 2000, il n'y a pas. Et pour moi, c'est un mystère, je sais pas. Ni Dieu ni maître. Ouais, voilà, c'est ça, très bien. Alors que, fin des années 80 et dans les années 90, il y a eu un creux à la fin des années 90 et début 2000, mais il y avait une scène terrible, il y avait un nombre de lieux de concert à Toulouse qui était délirant, qui pouvait faire passer, enfin il y avait des semaines où on pouvait voir les rats le lundi, OTH le mardi, les Shérifs qui jouaient pas prévu le mercredi, enfin voilà, 5 concerts de la musique qu'on aimait, voilà, c'était Trois Petits Cochons, il y avait l'Autan, il y avait la Voix 12, il y avait le Bikini, enfin c'était, voilà, mais parce que c'était le truc qui marchait aussi, quoi, c'était une autre époque. Et fin des années 90, il y a eu voilà, plein de salles qui ont fermé ou qui ont changé de propriétaire, qui sont passés sur d'autres choses qui étaient plus à la mode, plus voilà, plus l'électro, le machin, la techno aussi. Et en parallèle, ben voilà, moins de groupes, ça se vend moins, etc. Donc plein de groupes qui arrêtent aussi. Et du coup, là ça c'est un petit peu tari là, et c'est après au niveau après les années 2000 où il y a plein d'assauts, tous les punkers, les machins, trucs qui ont commencé à reprendre le truc et à refaire vivre avec d'autres réseaux de ceux de ma génération, enfin voilà, qui avaient retrouvé d'autres réseaux avec peut-être d'autres moyens de communication aussi. Et il y a re-amorcer la pompe en fait du punk et du rock surtout. Bon, c'est fait en 5 minutes, une espèce de truc, mais. Non, mais c'est bien, c'est une histoire qu'on n'entend pas forcément souvent, alors que les histoires des verrues, les histoires des mouvements, les histoires de bondage records, bon, pour peu que tu t'intéresses un peu au punk, tu t'en entends. Mais c'est quand même vachement lié. Ça reste lié, c'est toujours sympa de voir. Mais non, c'est vrai qu'il y a une vraie spécificité toulousaine. Rien que de reparler, de se rendre compte que fin des années 70, il y avait les Gary et il y avait beaucoup de mouvements politiques qui traînaient à Toulouse, ça explique aussi quand même pas mal de choses. Oui, c'est. Mais bon, c'est l'un dans l'autre au milieu, donc quoi. Ça aurait pu être un énorme vivier pour un punk d'autant plus politique. Mais oui, ouais, on va pas regarder ça. Mais le truc c'est ça, mais comme il n'y avait plus de concerts, tu vois, tous les tournaires on dit niet, on n'y va plus, ça c'était. Les mecs qui étaient passés, n'hésitez pas. On peut aller poser des bombes, on peut faire sans bord en bagnole, tu vois, ça se fait. De nous avoir invités pour on ne sait pas trop quoi, comme l'a dit Arnaud. C'est vrai que c'est assez atypique d'attaquer sur une discussion, débat autour du punk et des engagements. Donc pour nous c'est la première fois, il va falloir être un peu indulgent. Du coup, on a essayé d'axer un peu toute notre présentation sur une certaine méthode. Vous allez voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, il faudra nous le dire à la fin. Bon, on va parler de nous, en fait, on va faire un peu la jonction donc, avec ce qu'a dit Arnaud. Au niveau des assos en fait, existantes sur Toulouse, avant la donc en 1993 jusqu'en 1996, il y avait Anarcotique. En 1996 jusqu'en 1998, il y avait Mars Minime Association Rock Service. En 1999 jusqu'en 2012, il y avait la Moutmout Prod. Donc depuis 2014, parce qu'ils sont toujours existants, il y a Toulouse Punker. 2004, oui. 2004, non, je dis quoi? Tu as dit 2004. Pardon. 2004. Depuis 2008, donc Cartier, moi-même. Depuis 2014, Punk Station et Arnaud Punk Propagande, on n'a pas su trop déterminer, parce que ça existe depuis longtemps dans le Pays Basque. 1979. Voilà, mais pas au Pays Basque, mais à Toulouse. En Angleterre, je crois. Ah ouais, voilà. Ouais. Un peu partout. Ouais. Donc voilà, et du coup, on va en arriver à parler de nous. Donc nous, en effet, on existe depuis 2008. À la base, on est une bande de potes, une quinzaine de potes.
dans cette bande de potes s'est formé 2 groupes de musique à peu près à la même période. Et ces groupes se sont un peu confrontés aux difficultés pour pouvoir se produire en fait, dans les bars, les salles à Toulouse sans association. En fait. Il fallait pouvoir se produire, il fallait passer par une association. Donc on s'est un peu motivés tous et on a monté l'asso. Voilà. Et donc plus tard, on a aussi monté un label de production, enfin un label, pas un label. On a développé la production en montant Cartilly Production avec, on verra plus tard, avec un studio où on propose des enregistrements. Et depuis, entre les deux, on va dire, on a monté la distro où on propose donc des vinyles, des fanzines, des CD de groupes, produits ou pas par Cartilly Production, et des rencontres qui ont été faites depuis notre existence. Et en gros, du coup, Cartilly, nous, on a pour but vraiment principalement d'organiser des concerts là, depuis bientôt 10 ans. C'est un petit peu ce qu'on fait principalement. On a organisé quelques festivals, on a à peu près un rythme d'une dizaine à une quinzaine de concerts par an. On a eu vraiment plein de périodes différentes. On va pas forcément trop s'attarder à faire l'historique de ce qu'a fait Cartilly. C'est peut-être pas trop le but, la façon dont on voudrait axer le truc. Ce qu'on s'est dit du coup, c'est qu'on peut parler de tout et de rien quand on parle du punk et des engagements politiques. Très franchement, on peut partir très très loin. Donc on va essayer de cerner un petit peu la discussion qu'on aimerait bien avoir avec vous. Sur le flyer, je ne me trompe pas, il y avait marqué punk d'hier et d'aujourd'hui, quels engagements, quelle continuité. Nous, on va principalement parler du punk d'aujourd'hui, parce que les punks d'hier, comme vous pouvez le voir, on n'est pas assez vieux pour en parler. On remercie Arnaud d'avoir fait. Ah, c'est cadeau, c'est beau. Du coup, on va essayer d'axer ça en 2 temps. On va développer un petit peu notre idée et la façon dont on a envisagé l'engagement politique au sein de Cartilly. Et ensuite, on va plus ou moins en tirer une espèce de conclusion, un échange à avoir avec vous. Vous pouvez, comme l'a dit Arnaud, nous interrompre en cours de route. Voilà, on est en famille, tranquille. Il n'y a personne au milieu, tous les gens à gauche, à droite. Très à droite, tu sais. Voilà. Moi, je pense pas qu'on aura trop à le faire, mais on s'était noté d'éviter d'avoir des débats stériles sur ce qui pouvait être punk ou pas punk, sachant que ça regroupe énormément de choses, c'est beaucoup de sensibilité personnelle, sur ce qui était le mot politique qu'on va beaucoup employer dans la discussion. La politique, c'est pas la gauche et la droite, c'est pas le Parti Socialiste et les Républicains, la politique, c'est l'organisation de la vie en société, c'est énormément de choses, donc il y a énormément de choses qui sont politiques et politisées. On va essayer, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec cette définition, mais on va essayer de garder et d'englober celle-là, du moins pour la discussion. Quand on fait du DIY, sans forcément marquer antifasciste ou autre dessus, on a quand même une action politisée dans ce qu'on fait. Ça vous va? Ça vous plaît pas? Je vois que tu plisses des yeux un petit peu. C'est parce que je vois pas. Pas de problème. Voilà, bon, il y a de la bière pas loin, chacun peut aller se recharger un petit verre. Et on va faire ce qu'on peut. Voilà, c'est encore un mot de parler. Ouais. On va essayer de se faire un petit pense pas bête. Alors du coup, ce qu'on voudrait essayer de faire aujourd'hui, c'est analyser les différents engagements politiques qu'il y a dans le mouvement punk et surtout les effets qu'ils ont eu sur lui. Que ce soit en positif ou en négatif, on peut en parler de plein de façons, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'étayer nos propos avec nos expériences, des expériences concrètes. Donc on ne va pas vous dire, tiens, telle année on a fait ça, telle année on a fait ça, mais plutôt, on pense qu'on a abordé tel point de cette façon, et concrètement, on a mis les choses en place comme ça, donc ça nous a amené là. C'est un petit peu la façon dont on va appuyer les choses. Il y a énormément de supports dans le mouvement punk, il n'y a pas que la musique, hein, il y a aussi les fanzines, il y a l'écrit, enfin, il y a énormément de choses. Nous on va essayer de se centrer essentiellement sur la musique, déjà parce que c'est assez prépondérant, et de deux parce que c'est ce qu'on fait Cartilly, on ne fait pas de fanzine, on ne fait pas forcément de radio, on ne va pas parler de ce qu'on ne fait pas. Donc on pourra en parler après si vous avez des expériences ou des choses à nous donner là-dessus, ça peut être vraiment cool. Mais nous principalement on parle de ce qu'on connaît, pas trop de ce qu'on ne connaît pas. On a essayé de scinder ça en deux. Donc il y a la musique live, les concerts, et on va dire qu'il y a la production, les CD, l'écoute à la maison, c'est vraiment deux pans de l'organisation du mouvement punk dans sa musique qui sont vraiment très distincts. Et
Et voilà, comme on l'a dit, on s'est motivé par diviser ça donc, en concert et en production, parce que nous, déjà au sein de Quartier Libre, c'est un petit peu ce qu'on a fait en fait. On a bien vu qu'on ne pouvait pas attaquer les choses de la même façon. Donc encore une fois, on parle de ce qu'on connaît. Du coup, sur chacun de ces côtés, sur les concerts, sur la production, on se retrouve, comme dans notre vie de tous les jours, confronté à pas mal de difficultés qui sont inhérentes au système actuel. Dans un système capitaliste, il y a énormément de... Enfin, tout est basé sur la valeur marchande des choses. Le punk, de base, on ne pense pas forcément que ça véhicule ce genre de valeur. C'est plutôt à l'encontre de ce genre de choses. Donc on est carrément confronté à énormément de difficultés. L'idée, c'est de voir quelles initiatives, généralement politisées ou non, nous permettent de dépasser et de voir carrément nous affranchir de ces difficultés en général. Ça vous va? Du coup, on va commencer par la partie concert et en fait, on a un peu décliné sur les différents aspects d'un concert. Et la première base, c'est d'avoir un lieu pour organiser un concert. Les difficultés actuelles, c'est qu'il n'y a pas de structure de taille moyenne à Toulouse qui peut accueillir entre 200 et 300 personnes. Il y a des grosses salles comme le Bikini ou le Métronome, et il y a des petites salles, plutôt des petits bars, où il y a le Bohème, le Ravelin et la Chance. Mais du coup, qu'est-ce que ça engendre pour des assos, pour pouvoir organiser? Si on tape sur des gros lieux, ça veut dire qu'il faut ramener beaucoup de monde, ça veut dire qu'il y a un enjeu financier qui est important. Et des petites scènes, ça veut dire qu'on ne peut pas faire jouer de gros groupes, justement, et ça veut aussi dire se plier aux règles que nous imposent les financiers, les lieux. Que ce soit dans les deux lieux, justement. Donc, du coup, il y a en effet des lieux alternatifs qui ont émergé. C'est bon, t'as tout cassé quoi. Non, mais du coup, il y a des salles alternatives qui ont émergé. Donc il y a des squats qui ont émergé, mais les squats c'est éphémère, donc ça veut dire qu'il faut pouvoir rebondir sur un événement qui peut ne pas se faire au final, tout organiser au dernier moment, ne pas le faire. Et je me suis un peu perdue. Et donc du coup, au niveau des structures, voilà la difficulté qu'on ne peut pas... Les salles, elles sont soit trop grandes pour accueillir des événements, soit trop petites, soit trop chères, ou soit en fait elles sont emmerdées par les politiques municipales. Il y a surtout en ce moment, là, depuis 2-3 ans, où les bars, il y a de moins en moins de concerts qui sont organisés dans des bars parce qu'il y a des plaintes des voisins, ou alors les remises en normes nécessaires pour accueillir le public sont demandées aux bars, et en fait c'est des choses qui sont impossibles à faire, de couler leur bar. Voilà, donc du coup, c'est un peu difficile déjà de trouver des lieux adaptés pour proposer des concerts, surtout comme plus de ça, il y a un aspect où les lieux de la musique alternative, elle n'est pas bienvenue dans tous les lieux et les bars qui organisent des concerts. Voilà. Du coup, en effet, pour répondre à ces besoins, nous, Quartier Libre, on a d'une part organisé en effet dans des bars. Actuellement, on organise la dernière chance, mais on a fait d'autres bars. Il y a la possibilité d'organiser des concerts sauvages, comme on a pu le faire, mais là, ça veut dire qu'on arrive dans un lieu, on pose son son et on risque peut-être d'avoir la visite des flics et de se faire saisir le matos, ou en tout cas d'avoir des amendes. Nous, on a organisé 3 événements en extérieur et on est allé au bout de 1. Voilà, de 2. Après, il y a la question des squats, mais comme j'ai dit, en effet, c'est éphémère, donc il y a besoin d'un réseau existant et de se tenir au courant en fait, des squats qui sont encore ouverts, qui ouvrent, qui ferment, et la nécessité de se dire et de dire au groupe que si jamais le squat ferme, il n'y aura peut-être pas de concert, ou alors il faut une solution de repli. Voilà, et ensuite, tu m'arrêtes si je dis de la merde. Ah stop alors. Après, on a eu une phase aussi, donc on avait fait des concerts sauvages, on avait fait des concerts dans des bars et on s'est retrouvé un peu dans, on ne sait pas où, on veut faire des concerts, on veut continuer à faire des concerts, mais on ne sait pas où les faire.
Et vers chez nous, il y avait un entrepôt qui était désaffecté. Et donc on a monté, c'était une période où on montait un collectif, on a monté un collectif, voilà, bon, on a monté un collectif, le collectif SCA, la survie des concerts alternatifs. Et en fait, dans ce cadre-là, on a investi cet entrepôt. Alors la première fois, on se disait que c'était juste pour un concert, quoi. Donc on avait déblayé une salle et tout ça, bon, bref. Et donc on avait posé le son. Alors il se pose la question de la diffusion de l'information pour le public, pour les groupes, de s'adapter au lieu, de trouver de l'électricité, donc groupe électrogène, de proposer quand même un accueil satisfaisant au groupe, donc il fallait faire à manger, donc c'était drôle, quoi. Au final, on est resté on a organisé pendant 1 an dans cet entrepôt et on a fini par un festival, le Chaos Rock Fest qu'on avait fait en extérieur. Et là, la 3e édition, il pleuvait, donc du coup il fallait une solution de repli. C'était soit on annulait, ou soit on le faisait dans l'entrepôt. Et on l'a fait dans l'entrepôt. Mais ça a tué l'entrepôt, la vie de l'entrepôt, parce que les voisins n'ont pas trop kiffé. C'était où géographiquement? Vers le quartier, dans Toulouse, à Montaudan, un peu excentrique. Vous n'avez pas eu de problème avec la police? La police, ils sont pas venus, mais par contre, non. Là-bas directement non, puisqu'on n'a pas eu forcément tant de monde, mais pour résumer un petit peu la question et recentrer un petit peu sur les lieux, en fait là de toute façon on se retrouve avec un problème. En gros, à Toulouse, il n'y a pas de structure existante pour organiser des concerts de taille moyenne. Elle a déjà très bien dit, Marianne, soit il y a des grosses structures, soit il y a des petites structures. Quand il y en a certaines qui s'ouvrent, comme le hangar de la Sapierre ou autre, ils se font mettre des bâtons dans les roues jusqu'à outrance. Ça fait des années qu'ils sont viables et qu'ils ne peuvent pas ouvrir et pas accueillir du public parce qu'il y a toujours la municipalité pour leur prendre un décret ou autre. Donc devant en fait, ce constat-là qu'il n'y a pas de structure, de toute façon il n'existe pas 10 000 possibilités d'action. Tu l'as résumé, il y a les squats. Clairement, ça engendre certains problèmes. Il y a aussi une dépendance vis-à-vis des collectifs qui sont déjà directement en place. Les squats, c'est très éphémère. Il y en a qui s'ouvrent et qui se ferment aussi rapidement. Ça peut se faire au dernier moment, comme tu l'as dit aussi. Et il y a la modalité vraiment de la réquisition d'entrepôts vides, qui est ce qu'on a appelé des squats éphémères, qui n'est pas un concert sauvage, qui n'est pas un squat déjà existant. Et nous, personnellement, l'expérience qu'on en a eue la plus significative, ça a été dans la réquisition d'entrepôts éphémères. Et en fait, c'est quand même une réponse politisée très clairement au problème auquel on se confrontait. En fait, c'est simple, il n'y a pas de structure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend qu'ils nous les chient ou est-ce qu'on va les chercher, quoi? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, on se pose, nous on veut faire des concerts de musique punk, on est parti de ce principe-là, il y a des groupes, il y a des associations motivées pour organiser, il n'y a pas de structure, ben c'est pas grave, on va attendre qu'il fasse bruit, on se mettra dehors. C'est un petit peu pour résumer l'approche qu'on en a eue et pour recentrer un peu sur la question de l'engagement politique. C'est l'expérience la plus significative qu'on en a eue et qui a été carrément ultra productive puisque pendant plus d'1 an, on a pu faire venir, je sais pas, une vingtaine de groupes dans un lieu qui n'existait pas avant, qui n'existe plus après. C'est quand même une réponse qui nous a semblé totalement appropriée dans le sens où on avait besoin de faire des concerts, on les a fait. Approprié, même si on était bien conscient des risques. Si on a créé ce collectif, c'est bien parce que justement on ne voulait pas qu'il y ait l'étiquette quartier libre dessus, pour ne pas être emmerdé au niveau de l'assaut, mais on était quand même bien conscient des risques qu'on prenait, quoi. Alors on n'a jamais été emmerdé, d'accord, mais ça aurait pu. Bien sûr, mais on n'est pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de risque à organiser de cette façon-là. La question c'est que les risques, on les comprend. Entre aller poser sa sono sur la place du Capitole pour faire un concert punk, là, faut pas rêver, quoi, ça ne va pas forcément marcher. Mais il y a 2-3 autres pistes qui peuvent être intéressantes, dont celle-là, ça nous semble être un bon point. Du coup, on va essayer d'avancer un petit peu sur l'organisation. Un autre point dans les concerts, c'est l'organisation financière des événements. Ce qui nous semble important quand on est une asso, qu'on va organiser des concerts de musique punk. On va vraiment partir du principe que le punk, ça véhicule des valeurs non marchandes. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, je pense qu'on pourra en débattre après, mais ça pue un peu quand même. Dans cette société capitaliste, le principal problème, ça consiste à se trouver un équilibre financier cohérent entre l'accessibilité de l'événement et les frais engendrés par l'organisation. C'est toujours la même chose. On se retrouve avec beaucoup de frais dus à l'organisation, à la location de la sono, de la bouffe, les défraiements des groupes, mais pour autant on n'aimerait pas que le concert coûte 15 balles à l'entrée parce que tout le monde n'a pas 15 balles à mettre à un concert. Et cet équilibre-là, il est vraiment pas forcément évident à trouver. Comme on le dit souvent, c'est pas l'organisateur de mettre de sa poche pour payer les trous liés à l'organisation, c'est pas au public de payer 10 balles un concert dans les caps de la dernière chance avec 3 groupes du coin, c'est pas non plus au groupe de repartir avec un cachet exorbitant quand ils habitent à Montastruc, la conseillère, quoi.
on fait pas du punk pour se faire des thunes, mais on fait pas pour en perdre non plus. Ça nous semble être quelque chose de base. On ne veut pas avoir de rapport avec l'argent, on ne veut pas non plus que ça nous pompe tout notre argent. C'est un peu dans cette optique-là qu'on voit les choses. On a vraiment envie de mettre sur un pied d'égalité les gens qui organisent, les gens qui font de la musique et les gens qui vont la voir. Parce que je sais pas pour vous, mais nous c'est pas parce qu'on est une association qu'on va jamais voir des concerts ou qu'on joue pas dans des groupes. Et je pense que c'est pareil pour tous les gens qui composent la scène punk, c'est que généralement on a plusieurs casquettes. Et donc logiquement l'équilibre, si on arrive à le trouver de base, peu importe la casquette qu'on aura, on n'aura pas l'impression d'être le dindon de la farce, quoi, au bout d'un moment. Parce que sinon, les gens ils ont que envie de jouer avec leur groupe, repartir avec leur cachet, ils vont plus voir les concerts intéressants d'à côté. Je suis désolé, je charge, mais c'est la bière. Il y a plein de manières de trouver l'équilibre, on pense pas qu'il n'y a qu'une méthode. Nous on en a trouvé une qui nous convient bien, on va se centrer dessus. Depuis le tout début de l'assaut, on a fait le choix de proposer au maximum, mais vraiment quasiment 95% du temps, une entrée à participation libre mais nécessaire, ce qui veut dire que les gens peuvent donner ce qu'ils veulent, mais surtout ce qu'ils peuvent. Pour nous, c'est vraiment la seule méthode qui garantit une totale accessibilité aux événements, même si quand il y a un prix fixe, ça n'empêche pas les organisateurs d'être flex et de laisser passer quelqu'un qui n'a pas trop de thunes ou ce genre de choses. Pour autant, il y a plein de gens qui ne viennent pas à un concert parce que c'est déjà affiché payé en fait, parce qu'ils savent déjà qu'ils n'auront pas les thunes d'y aller, qu'il va falloir acheter des bières et tout et tout. Du coup, pour vraiment garantir cette accessibilité, on reste là-dessus. Du coup, les recettes des entrées, en fait, c'est un jour c'est blanc, un jour c'est noir, on ne sait jamais comment ça marche, des fois les gens ils jouent le jeu, des fois les gens ils jouent beaucoup moins. Ce qu'on fait, c'est que quand on démarche les groupes, on les démarche totalement juste en leur proposant seulement le défraiement. Alors le défraiement, ça peut comprendre le gasoil et le péage et généralement, peut-être une pizza sur la route, mais on ne commence pas à vouloir rémunérer les groupes. Alors ça, c'est un choix politique qu'on a fait, il est discutable totalement. Pour autant, comme on le disait avant, on ne fait pas du punk pour se faire des thunes ni pour en perdre, donc du moment qu'on va rembourser tous les frais à un groupe, on pense que lui offrir un bon week-end à s'éclater, c'est pas mal. Ça nous a permis de faire venir des groupes de très loin, d'Allemagne, d'Espagne, du Québec et d'on ne sait où. Selon le caractère commercial des lieux ou non, c'est-à-dire si c'est un bar ou si c'est un squat, on leur demande une participation financière parce que c'est quand même trop simple d'aller organiser un concert dans un bar, de ramener du monde et que le taulier il rentre les thunes dans la caisse et que nous après on galère avec notre prix libre à payer les groupes, enfin bref. On demande au lieu, même s'il a un lieu caractère commercial, de nous soutenir dans notre démarche. S'ils ne veulent pas le faire, on n'y met pas les pieds. Et du coup, dans un esprit DIY et aussi dans le souci de réduire les frais, ça c'est vraiment, je pense, qu'il y a le plus énorme. On a vraiment mis à profit, on a développé des compétences personnelles au sein de l'asso qui sont directement en lien avec l'organisation, comme la sonorisation, comme le catering, comme on pourrait dire, je sais pas, il n'y a pas vraiment de spécialisation dans l'accueil des gens ou autre, mais à force, mine de rien, on a vraiment développé des compétences personnelles qui nous ont permis de réduire des frais vraiment les plus significatifs. Ça va être sur la bouffe, sur la sono, on va le voir après aussi, puisque justement le point d'après c'est l'organisation matérielle de l'événement. Tu voulais pas en parler, tu te démerdes. Moi je voulais juste rajouter, par rapport au lieu qui nous accueille, c'est pas forcément une participation financière, ça peut être une participation de leur part qui est autre que financière, mais qui participe à l'accueil des groupes et au bon déroulement du concert. Organisation matérielle d'un événement, donc en effet pour nous il y a la question de la sonorisation, sans son il n'y a pas de concert, pour garantir et proposer un bon accueil, la question du repas et la question en effet des boissons, quand c'est en extérieur, si c'est un gros événement, le repas et la boisson, enfin, quand c'est des petits événements, plutôt le repas et la boisson, ça peut pas forcément sembler problématique plutôt que sur des gros événements. Ben, Réplicard, tu dois en savoir un. Voilà, c'est ça, c'est ce que... Et du coup, pour pouvoir proposer tout ça, il faut soit avoir son matériel, soit le louer. Donc ça veut dire soit avoir déboursé des sous pour acheter son matériel, ou soit débourser des sous pour le louer. Donc encore une fois, il y a aussi la possibilité d'avoir des personnes de son réseau qui peuvent avoir du matériel ou de l'aide et proposer de leur aide bénévolement ou pas bénévolement, mais en tout cas pour un petit billet peut-être. Voilà, et en fait chez nous, tout a été lié, donc c'est posé le problème de la sono qu'on nous louait ou qu'on nous prêtait, et au bout d'un moment, c'est de l'argent qui s'envole parce que la sono on l'a pas. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on investisse dans une sono. Et du coup, on a décidé de faire un concert soutien pour l'association.
où on a récolté de l'argent. Et aussi en parallèle, donc on avait dans le groupe de potes, des potes qui se sont mis à brasser de la bière. Et donc on s'est motivé pour faire une bière de soutien à Quartier Libre. Et qu'on a vendue à des événements comme le KO Rockfest et à des concerts. Donc cet argent-là nous a permis d'acheter la sono, donc d'arrêter de débourser à chaque date un peu d'argent pour louer une sono et d'investir et donc d'avoir de l'argent à déposer entre nous. Du coup, pareil, à la même période, une sympathisante, une pote de pote, sympathisante de l'assaut, commençait à émerger au niveau de son envie culinaire de faire à manger aux gens. Et du coup, elle a commencé à nous faire nos caterings, qui sont devenus des caterings, parce qu'on c'était des sandwichs. Donc là, depuis elle, on propose des repas, et vraiment, elle nous a suivis pendant plusieurs années, et elle a évidemment aidé et favorisé un accueil plutôt sympa, quoi, au niveau des groupes. Voilà, et pour la question de la boisson, c'est généralement géré par le lieu accueilli. Après, selon où on organise, il y a des recettes partagées, par exemple, dans les squats. Il y a la gestion qui est totale quand on est dans les bars. Donc, il y a aussi cet enjeu-là. Par exemple, le bar, lui, quand on organise, il prend tout le bar. Donc, financièrement parlant, quelle contrepartie propose à l'asso pour pouvoir faire vivre un concert, parce qu'eux, ils vont se faire des sous en vendant leur bière. Voilà. Du coup, problème sono, repas à boisson, problème réglé, puisque au final on brasse de la bière pour acheter la sono et on a une pote qui nous apprend à faire de la bouffe. Ouais. C'est quand même plutôt pas mal, puisqu'on voit que les compétences personnelles, elles nous apportent énormément et nous permettent énormément de nous détacher. Avant, certes, on faisait des sandwichs, ça a passé, on nous a jamais trop fait chier pour ça, mais je pense que les groupes, quand les groupes viennent, que se tapent 1500 bornes, peut-être juste pour le défraiement ou ce genre de choses, on est quand même content en plein hiver de proposer un repas chaud, ce genre de choses. Ça nous a vraiment permis de développer ce côté-là. Bon, on est bien conscient qu'on ne peut pas brasser la bière pour un événement comme par exemple pour l'Applicart, sinon il faudrait s'y mettre depuis 2 ans. mais c'est 2-3 pistes d'idées en DIY qui bien sûr ne sont pas applicables à toutes les tailles d'événements, mais qui clairement, encore une fois, avec un regard politisé là-dessus, ça nous a permis de nous autonomiser clairement sur ces questions-là. Et dernier point sur les questions des concerts, puisqu'on a abordé les lieux, l'organisation financière et l'organisation matérielle. Donc déjà on a un lieu, on a une sono, on a de la bouffe, on sait comment gérer la thune, c'est un petit peu la com. La communication, bon, c'est un truc très large. Il y a plein de formes de com, il y a les radios, il y a les flyers, il y a les affiches, il y a internet, il y a les pigeons voyageurs, enfin, il y a le bouche à oreille, il y a 10 millions de choses. Bon, pour nous on voulait parler un petit peu d'un problème assez marrant, parce que justement en plus il y a des panneaux d'affichage juste devant. Le principal problème, ça se concentre sur l'affichage. Bon, les coûts d'impression, ça va, on s'en démerde entre les corep, les trucs faits au boulot, où on peut aussi essayer de travailler avec des scopes comme la Scopie, qui sont des anciennes imprimeries 34, tout ça, qui quittent à faire travailler des gens, autant faire travailler des copains. Donc du coup, on se retrouve avec nos affiches. Pour ce qui est de l'affichage public, c'est assez marrant parce que du coup, il y a l'État qui a mis des panneaux d'affichage public un petit peu partout dans toutes les villes, bon, en nombre généralement insuffisant, mais ils n'ont pas du tout filé la notice aux gens, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'affichage privé dessus, il n'y a aucun affichage associatif. Je sais pas, à chaque fois que vous passez devant ce genre de panneau, vous voyez pas le petit concert du coin, vous voyez Christophe Maé au Zénith ou ce genre de trucs. Donc clairement, l'espace il existe, mais en fait non, il n'existe pas. Donc là, on se retrouve face à un problème qu'on peut régler de façon assez facile, c'est qu'on peut aller coller sur le compteur ADF d'à côté. Ça engendre quelques risques, notamment avec la mairie, qui sont plutôt à l'affût derrière. Il faut savoir qu'on se trimballe une petite amende de 1600 balles, ouais, 12 € l'affiche, ils sont plutôt mignons. Ça doit être rien à côté de toutes les orgas politiques du coin, mais vraiment... Pour l'anecdote, c'est quand même, c'était sur un festival Antifa qu'on a été... Ça devait les faire un peu plus chier. On affichait l'affichage sauvage, on le faisait à chaque fois au même endroit, mais la seule fois où on a eu une amende, c'était pour un festival Antifa. Et clairement, après, voilà, bon, quelle solution nous on a trouvé par rapport à ça? C'est pas le plus gros problème non plus. C'est clairement d'enlever nos logos des affiches, quoi, parce qu'ils sont tellement cons qu'ils vont pas venir savoir recouper les concerts ou autres. Donc, en soi, c'est quand même une solution qui a bien porté ses fruits. On vire les logos des affiches, on les imprime en stock et on les colle partout et on les emmerde. Parce qu'au bout d'un moment, ils sont bien mignons de vouloir faire vivre la vie associative. Il ne faut pas oublier quand Toulouse était candidate à la capitale de la culture en 2013,
quand même, c'est assez mignon. Est-ce que c'est aujourd'hui Hein? Et quand on voit ce que c'est aujourd'hui. Ben, je crois qu'on a bien fait de palette parce qu'il n'y a qu'à voir Marseille, ça fait mal la culture qu'ils ont vendue. Voilà. Du coup, on a attaqué un petit peu le point concert. On essaie de faire un peu rapide parce que on pourrait en parler pendant super longtemps, mais le but c'est. Merci beaucoup, monsieur. Le but c'est juste de voir problème, solution, comment on peut dépasser ça, et généralement avec l'avant-garde politique, hein, pour les lieux, ben, on peut les réquisitionner, on peut aller dans des squats, on peut faire plein de choses. Pour l'organisation financière, c'est nous qui sommes totalement maîtres de l'équilibre qu'on veut créer. Donc ben là-dessus, la contrainte en fait la plus dure, c'est d'arriver à jongler avec le système actuel. L'organisation matérielle, ben, en fait, ça vient souvent avec le temps, ça demande des compétences personnelles, de se motiver, pas mal de compétences humaines. Et la communication, bon, c'est pas le plus gros problème, mais bon, vous enlevez le logo, vous les affichez à côté, puis ça marche très bien. Pour la question de la production, parce que mine de rien, les concerts c'est bien beau, mais pour les gens, généralement, de nos jours, ils viennent en concert quand ils ont déjà écouté des groupes sur YouTube ou avec des CD. Nous, à Quartier Libre, c'est un gros mot, les labels, on a créé ce qu'on appelle Quartier Libre Production, parce qu'on voulait un petit peu différer ce qu'était l'association d'organisation de concerts et la partie production. C'est les mêmes, hein. Franchement ça change, il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin. Le principal problème, et ça se retrouve pour tous les groupes, n'importe quel groupe amateur, ça reste le coût élevé d'un studio. Soit vraiment, bon, vous avez des thunes, vous pouvez vous le permettre, généralement pas le cas. Soyez une solution alternative, comme une connaissance qui fait ça dans la cave à mamie, ça peut passer aussi, mais généralement les résultats, ça va pas aussi haut que ce qu'on a espéré. Ou alors, clairement, on peut essayer de prendre le sujet vraiment à bras le corps et tenter de se créer son propre local de répète-enregistrement. Je dis répète-enregistrement parce que quitte à créer un local de répète, franchement, autant de faire un local d'enregistrement, ça demande peu de choses en plus. Et si on en est à un projet tel que celui-là, vraiment, il faut essayer de voir les choses de cette façon-là et de façon assez évolutive. Mais bon, il faut être clair, ça demande au minimum d'avoir un lieu, un minimum de thunes à investir et pas mal d'énergie. Donc c'est généralement pas les genres de choses qui se font dessus, mais c'est quand même une réponse DIY au problème que pose le coût très élevé d'un studio, quoi. Parce que mine de rien, si chaque album enregistré ça nous coûte 2000 balles, bon, c'est sûr que le prix de vente du CD risque d'en s'en faire ressentir, et comme on parle d'équilibre cohérent, on en parle pour les concerts, mais on en parle aussi pour la production par la suite, on n'a pas forcément envie de se retrouver dans ces situations-là. Sachant que, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais généralement quand on est dans le studio pro, les petits groupes punk comme ça passe très très vite, et c'est vite vu. Alors nous, on va vite fait parler de notre expérience, mais c'est pas trop à peine de s'étendre dessus, quoi. Parce que comme je le disais, il faut avoir la chance d'avoir un lieu, un minimum de thunes, tout ça. Ça fait 10 ans plus ou moins qu'on existe, donc comme il y a deux groupes qui gravitent dans l'assaut, il fallait un petit peu qu'on s'attaque à ce côté-là, donc on avait envie dans un sens de pouvoir s'autoproduire nous-mêmes en fait. Et bon, on n'y pensait même pas à ce moment-là, mais essayer de proposer à d'autres groupes de pouvoir enregistrer des démos correctes et de se diffuser enfin, dans le réseau. On a eu la chance d'avoir un des membres de l'asso qui nous a laissé aménager une pièce annexe chez lui, donc ça c'est clair, c'est du cul, alléluia. Mais clairement, ça a demandé pas mal, bon, encore une fois, de temps, de thunes, tout ça, et derrière ça, ça nous a permis en fait déjà de nous autoproduire et de nous confronter carrément au côté financier, clairement, et à la maîtrise financière de nos productions, parce que généralement, en fait, c'est simple, si l'album il t'a coûté tant, comme tu voulais pas de perte de thunes, comme on le disait avant, tu vas le vendre à temps sans forcément te faire trop de bénéfices. L'avantage de carrément supprimer ces coûts de production, c'est qu'après, en fait, tu te retrouves avec, tu as juste à graver ton CD, et au niveau de la vente, tu peux carrément te permettre un prix libre, parce que le prix libre, comme on l'a dit, c'est aléatoire, mais c'est aléatoire à moitié. On sait très bien que les gens ils donnent quand même en moyenne, selon l'objet qu'ils ont, une certaine somme. Ce qui est assez marrant, c'est que depuis qu'on a fait ça, on l'a pas vraiment fait dans le but de produire d'autres groupes, mais en fait ça s'est fait énormément, parce qu'il y a une énorme demande en fait. Donc on s'est rendu compte qu'on n'est pas à côté de la plaque en ayant ce genre de sentiment, c'est que les trois quarts des groupes amateurs, c'est pas le bon mot, mais les trois quarts des gens qui font de la musique, ils n'ont pas envie d'avoir un son de merde, mais ils n'ont pas envie de débourser 2000 balles en studio. Donc il y a vraiment besoin d'une alternative. Bon, Ils ont pas envie ou ils peuvent pas. ils ont envie ou ils peuvent pas. Tout à fait. Quoique si mamie elle a des thunes. Tu dis à n'importe quel groupe, va enregistrer dans un gros machin.
Et ça coûte 200 €, il va préférer aller dans un gros machin et avoir un bon son que venir chez toi. Eh ben, c'est pas sûr, c'est justement là qu'on arrive sur la question de la cohérence politique. Après là, bon, pour le coup, c'est pas vraiment un exemple de réponse politique à un problème, puisque c'est une réponse un petit peu qui est directement liée à Quartier Libre. Ça nous sert à nous et aux gens qui sont autour de notre réseau. On l'a pas vraiment ouvert comme un lieu associatif public, puisqu'on peut pas le faire, donc c'est chez un privé, mais dans l'idée, c'est sûr que si on rêve un peu, on aimerait bien avoir cette dynamique et s'ouvrir, bien sûr, pourquoi pas, des locaux de répète enregistrement associatif qui coûtent à bas prix, que tout le monde pourrait un petit peu autogérer, enfin bref. On n'en est pas encore là, mais on peut rêver un peu, quoi. Ça fait toujours plaisir. Comment on pourrait rêver, ouvrir un lieu aussi. Oui, bon, on ouvre une salle de concert qui fait répète et tout ce que vous voulez, mais ça va demander encore un peu plus d'investissement de temps et d'énergie. Mais dans un souci des fois de DIY et de cohérence, il y avait des anarchistes qui ont acheté leur maison. Hein. Si on organise des concerts dedans, ça peut le faire. Autre problème de la production, je me souviens plus des trucs jaunes, c'est ce que tu veux parler? Ouais, peut-être. J'ai lâché l'affaire depuis longtemps, je te le dis. Coupe-moi. Le pressage, Georges. Pressage. Bah, le pressage, là aussi, le principal problème, c'est la thune. Il y a des solutions DIY, c'est assez marrant. Il y a 2 jours, là, il y avait une poute du groupe de Toulouse qui jouait au Forbidden, et ils ont tout fait eux-mêmes, ça m'a fait assez délirer. Ils ont collé une rondelle de mousse là, pour caler le CD là. Donc bon, des solutions DIY, franchement, il y en a un paquet, ils ont imprimé ça sur une imprimante A4, ils sont tout coupés, collés. C'est un peu chiant, j'avoue, tu fais pas 2000 exemplaires comme ça, mais il y a il y avait un groupe qui s'appelait Total Récup, qui était du côté de l'Hérault, et qui avait fait des CD comme ça en Total Récup, en récupérant tout ce qui traînait en déchetterie, c'est assez intéressant. Ça c'est pour la solution DIY. Bon, il faut se rendre compte que dès qu'on fait ça en quantité industrielle, l'option du pressage c'est carrément souvent envisagé, parce que sinon on va passer des mois et des mois et des mois à construire un CD. Là au-dessus on n'a pas vraiment de solution, mis à part de fouiller un petit peu. La France ils sont super chiants parce qu'il y a la SDRM. Certains d'entre vous connaissent, il y a la SACEM et la SDRM. Bon, la SDRM c'est la Société des droits et rétributions musicales. C'est des gens qui volent des thunes aux petits groupes pour les filer à Johnny, quoi. On va essayer de résumer parce que si on va plus loin on pourra en parler pendant longtemps. Mais ils sont chargés de... Donc si vous voulez faire presser un CD en France, vous êtes obligé de faire une déclaration chez eux et tout ce genre de trucs. Donc, ça reste assez contraignant, surtout quand on a envie de rien avoir à faire avec les institutions, notamment dans le domaine de la musique. Nous, on y a trouvé une solution avec des camarades qui étaient au Pays Basque et qui travaillaient en Espagne. Là-bas, il n'y a pas de problème avec la SDRM. Bon, la délocalisation, c'est pas ce qu'elle met non plus. Mais des solutions, il y en a plein. Nous, on n'a pas vraiment trouvé... on n'a pas vraiment vocation à s'occuper du pressage des groupes, donc c'est pas là-dessus qu'on va trouver une solution. Mais on sait faire profiter un petit peu du réseau pour faire profiter les gens, quoi. Ouais, tu vois, j'ai trop parlé. C'est difficile. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ouais, putain, paye à redevance. Et regarde, je suis sécurité, ça nous partir. Bon. Ouais, ça va, vous faites pas trop chier, hein? Ouais, ça va jusqu'à... Ça va, ça t'aide. Bon, et du coup, une fois qu'on a enregistré notre CD, qu'on l'a pressé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le diffuser. Donc du coup, ben, voilà, comme on l'a dit pour les concerts, niveau diffusion, ben, les médias, la radio, internet. Mais du coup, pour le mouvement punk, il y a quand même tout ce qui est distro. Et nous aussi, donc on a une distro. Après, voilà, au niveau distro, on maîtrise pas forcément le prix de vente des CD, parce que c'est les groupes donc, qui posent leurs conditions. Après, notre choix qui nous appartient, c'est est-ce qu'on prend des CD à n'importe quel prix, ou est-ce qu'on les choisit en cohérence avec nos façons de penser. Et c'est ce qu'on fait en fait, on choisit, si certains CD nous paraissent trop chers, on ne les prend pas. Par contre, s'ils proposent quelque chose d'intéressant avec un fanzine derrière, ou un vinyle, un CD, ou un triple CD, ou quoi, et qu'il faut mettre les sous, et qu'on trouve ça cohérent, et on ne va pas hésiter à les prendre. Voilà. Et après, la plupart quand même, comme pour les concerts, la plupart des CD, et vinyles ou fanzines sont proposés à participation libre, mais nécessaire.
Bon, les vinyles, ça coûte un peu cher la production pour être un prix libre. Mais généralement, comme l'a dit Marianne, on essaye de garder une cohérence entre ce qu'on propose et le prix auquel c'est proposé. Bien sûr, on ne peut pas dire un CD ça vaut tant, un vinyle ça vaut tant. On n'est pas le gouvernement du prix des CD, donc il ne faut pas déconner, quoi. Petit changement d'image parce qu'on se fait chier. Oh, vas-y. Ah. Et on a une partie qui est un peu inclassable aussi parce que ça traîne un petit peu, que ce soit dans les concerts ou dans la production. C'est une partie qu'on a nommée plus ou moins engagement, ça retourne un petit peu dans le thème du débat. Comme c'est marqué, le punk c'est pas qu'une musique, nous c'est vraiment ce qu'on pense, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire et de défendre. Là-dessus, il y a l'organisation humaine au sein de l'association qui nous a paru être quelque chose d'assez important et quelque chose d'assez récurrent parce que, mine de rien, quand ça fait bientôt justement 10 ans qu'on organise, des fois il y en a qui sont saoulés par faire telle ou telle chose, par la façon dont ça fonctionne en interne. Le problème, là comme pour la finance, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Avant d'être saoulé par l'organisation interne ou je sais pas quoi, on a monté l'asso, on avait 18-20 ans, on en a 30 aujourd'hui. Il y a l'évolution personnelle et à un moment donné, des choix personnels font que des gens qui étaient là au début de l'asso ne sont plus aujourd'hui, ou en tout cas ont moins d'investissement. Et le niveau d'engagement personnel au sein de l'asso, évidemment, le niveau d'engagement personnel a des répercussions sur l'engagement collectif. Totalement. Tu te réveilles. Il me fallait une bière, les gars. Chaque fois tu bois. Hein. Pardon. Non, ouais, en gros, un truc de base pour quiconque a tenté de filer un coup de main à l'organisation d'un concert ou autre. Personne n'a envie de se retrouver tout seul à nettoyer la salle à 4h du mat, de ranger le matos tout seul ou de découper 500 flyers un dimanche matin parce que personne ne l'a fait. Là-dessus, pourtant, il faut les faire, il faut les découper, ces flyers, il faut la ranger, la salle, il faut quand même faut ranger le matos. Il y a autant de solutions que d'associations parce que là-dessus, on n'aura pas du tout, même sur quoi que ce soit, on n'a pas du tout la prétention de donner la solution. Vraiment, il y a les sensibilités personnelles qui diffèrent et qui donnent beaucoup de choses là-dedans. Nous, on a essayé pas mal de choses. On est allé de la rotation des tâches à la spécialisation de chacun. Alors, la rotation des tâches avec planning et tout team, hein, les trucs avec quelqu'un pour faire respecter le planning. Ah non, t'as plus le droit d'être au bar, tu vas ou pas? Fait tout ce genre de choses. On a essayé aussi d'autres choses. Chercher les gens. Ah, il y a un machin qui doit être là, il est où? Il est où? C'était allé, le pire c'était à Terre Blanche, alors merci le truc. Et clairement, on a aussi essayé la spécialisation des tâches, même si on n'a pas trop eu le choix sur certains points, parce que quand même quelqu'un qui se fait chier à prendre la sonorisation, on ne peut pas forcément l'apprendre à tout le monde très facilement de suite. Juste une petite question en fait, parce que moi j'avais monté une asso juste un peu avant vous, c'est rien moteur. Vous avez monté l'asso à combien et vous êtes resté à combien en fait? On était une quinzaine, on est 10. D'accord, oh, c'est bien, pardon. Parce que nous on a commencé à 15 et on a fini à 3-4. En 2 ans. Bon, bah, c'est bien, peut-être un beaucoup. Après voilà, ce qui est quand même l'essence même, c'est qu'on est des potes quoi. Et nous aussi quand même, mais bon, Et puis vous ne parlez plus. Je demande. On s'est un peu dispatché en fait. Voilà, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes dispatché? Vos choix personnels? Ouais. Voilà. Donc là on arrive à une période justement où on se retrouve confronté à ça. Et oui, après la trentaine, c'est assez dur. Voilà, ça c'est un problème. Déjà nous on n'a pas, bientôt, il n'y a pas de marmot. Pardon, ça aussi qui... Il n'y a pas de marmot, on n'est pas parents. Voilà, on n'est pas parents. Après tous, on a un travail ou pas, mais on a une carrière professionnelle qui est autre que l'asso. Mais en effet, oui, il y a une question qu'on est potes et qu'on habite plus ou moins tous le même quartier encore. Ah oui, voilà, vous étiez... on est ancrés, on est toulousains de base. Ah oui, vous étiez soudés. Ah oui, on est des potes depuis 15 ans. Non, on n'est pas depuis 15 ans. Donc, et après, en effet, oui, il y a eu des périodes, pardon. Ouais, vous avez pas eu des périodes de dissension pour certaines trucs. Alors, il y a évidemment des histoires personnelles au sein des amis, hein, mais au niveau de l'asso, il n'y a pas eu, à part ce moment, il n'y a pas eu trop de répercussions jusque-là. Mais en effet, là, on arrive à une période charnière pour nous, au niveau de quartier libre, sur le nombre de bénévoles, dû à justement des choix personnels. Mais c'est la vie. Le problème majeur, c'est les lieux. Pardon ? Les problèmes majeurs, c'est les lieux. Nous, on s'était monté de 2005 à Serial Rocker. On s'est monté juste avant vous. D'accord. En fait, pendant 3 ans. Et on avait bien sûr la question des lieux. C'est vrai que c'est tout petit ou trop grand. Et le compromis à trouver.
Voilà. La question des bénévoles, enfin, qui veulent ou pas faire leur live au bout d'un moment, en même temps, on peut rien y faire là-dessus. T'auras beau voir la... Oui, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément le même sujet. L'organisation humaine en interne, de comment nous on s'organise alors qu'on est là, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens qui se Toi barrent. qui s'organise jusque-là et ta vie fait que tu t'en vas. Qui sait comment on va faire? Il va falloir Parce que ça fait pas 5 ans que je râle pour former des gens. Mais je ne parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Ah mais là, il y a un truc qui est bien d'aborder, c'est la transmission du savoir. Oui. C'est encore autre chose. Moi, vraiment, on peut en parler si vous voulez après, mais là, sur la question de l'organisation humaine, vraiment, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est de la rotation des tâches ou de la spécialisation des gens. Soit vous vous retrouvez avec les gens qui tournent pour éviter de faire les tâches ingrates, soit vous vous retrouvez avec des gens qui disent moi, le PAF, j'aime bien le faire. Et puis vous vous démerdez comme ça. Nous, personnellement, l'expérience qu'on en a eu quartier libre, ça a été de la spécialisation des gens et pas en se disant t'en as un qui fait la sono et l'autre qui fait le ménage. C'est moi personnellement j'aime bien faire le PAF, moi j'aime bien faire ci, moi j'aime bien faire ça. Donc il n'y a pas de raison qu'au bout de 2 heures on vienne me tirer de là alors que le gars il n'a pas envie de venir faire ce que je suis en train de faire. Bien sûr ça demande clairement de se remettre très souvent en cause et souvent de remettre sur la table les désirs de chacun. Ça ne veut pas dire que pendant 2 ans il y en a un qui a aimé faire l'accueil des groupes, qui aura encore envie de le faire pendant 10 ans. Donc c'est l'équilibre qu'on y a trouvé. Donc à un moment donné, là actuellement, il y a quelqu'un qui t'aide au plateau, et c'est un des derniers arrivants dans l'assaut, et lui, il a regardé un peu ce qui s'est passé dans l'assaut, et il est venu te voir en disant, moi mon désirata c'est ça. Participer à... Mon désir c'est d'aider à la sonorisation, et pas d'aller au PAF. Ouais. Oui. Et alors, je ne sais plus pourquoi je voulais faire ça, parce que je trouvais que ça allait trop à l'encontre de ce que tu disais. J'ai dit oui. Ça m'emmerde un peu, mais oui. Bon, non. C'est bon? Non, mais parce que tu... Ouais, bon, bref. Ça reviendra, tu verras, Ouais. on aura d'autres occasions de cracher. Non, oui, parce que tu dis oui, personne n'est venu. Tu râles un peu que personne en son. Enfin, jusque-là, personne disait ouais, je veux faire le son. Ben oui, parce que ce n'est pas leur désir. Tu peux pas forcer les gens, et c'est ce qu'on a vu avec. Sur la rotation des tâches, les gens, ça les saoulait. Ça les saoulait. On avait pris cet exemple parce qu'on avait, on avait tenté ça, parce qu'on avait vu que ça marchait pour notre asso, et ça n'a pas marché pour nous parce que ça ne nous convenait pas. Voilà. Je suis d'accord. Comme quoi? Ce qui peut convenir à d'autres et qu'on ne critique pas. Comme tout, Après, ce qu'on vient de dire. vous parlez d'une chose aussi qui est la plus complexe de l'organisation des concerts, la sonorisation. Il y a une différence entre tourner un bouton avec des hertz. Non, mais Il y a parce qu'il y a des bonjour à quelqu'un connaissances qui à arrive. avoir. Il y a des connaissances à avoir. Non, oui, il y a des connaissances quand même. Bien, c'est tous les postes de n'importe quelle association. Quand tu te tapes les loustiques qui ne veulent pas payer au PAF On est d'accord, participation libre, non, mais c'est quand même, ça c'est beaucoup plus humain que de tourner un bouton avec une fréquence de merde parce que le fichier un peu plus il s'écoute pas. Et ça, ça demande un travail qui est beaucoup plus long. Donc et fastidieux encore plus, que il faut que ça soit un choix personnel et de forcer quelqu'un, être formé. Ah, il faut quelqu'un, ah, ben il faut que je me dévoue pour. Mais ça marche pas. Non, mais on peut se poser la question. Oui, je suis d'accord. Du fait que nous, on y trouve complètement notre compte là-dedans et qu'aujourd'hui ça marche encore, mais justement, le problème de la spécialisation de chacun, c'est que quand il y a quelqu'un qui se barre, il faut le remplacer. Voilà, c'est ça. Alors qu'à la rotation des tâches, il y a un peu tout le monde remplacer, ou là-dessus. louer, ou payer quelqu'un pour le faire à la place. C'est là qu'on peut voir on va dire les faiblesses de l'organisation qu'on en a. Pour autant, on n'a pas envie de se faire chier avec la rotation des tâches, sinon ça ferait 10 ans qu'on serait là-dedans. On aurait déjà pété les plombs, on serait déjà tous pas. Donc là-dessus, nous on y trouve notre compte. Après, il y a plein de manières, plein de façons de trouver son compte là-dessus. Et qu'on ne critique quoi. Il y a plein d'entre eux. Et on voulait parler un petit peu de... Du coup, là, il y a plein de flyers des concerts de soutien qu'a fait Quartier Libre. On s'y est mis depuis 2012. On voulait en parler un petit peu parce que, en gros, nous on part du principe que le mouvement punk, ça véhicule des valeurs libertaires telles que l'antifascisme, l'antipatriarcat, l'anticapitalisme, bref, dans tous les cas, l'anti-xénophobie et le progressisme en général. Il y a plein de valeurs, on va pas toutes les énumérer. Bon, ça c'est sur le papier. Hein. Dans la réalité, c'est souvent d'autres choses. Pour autant, la scène punk elle semble vraiment éloignée des pratiques et des organisations politiques qui véhiculent les mêmes idées et ces valeurs-là. Maintenant, actuellement, il nous semble qu'elle n'est plus utilisée comme un espace privilégié pour... Putain, je commence à dire, c'est même pas bon. Il nous semble qu'elle n'est plus utilisée comme un espace privilégié pour l'expression politique. Et c'est une réalité, c'est clair que nous, quand on a commencé, enfin moi, quand j'ai commencé à faire des concerts, en tant que public, c'était quand même un petit peu la galère pour trouver des tables d'organisation militantes dans les concerts punk. On vient, on chante la révolution, mais pourtant, il n'y a rien à se foutre sous la dent là-dessous. Donc, face à ce constat-là, nous, on a décidé d'y réagir. On va y parler par la suite. Il y a un truc qui est assez...
est assez révélateur de cet état de fait, c'est les comportements qu'on retrouve au sein de la scène punk, qui se retrouvent souvent à l'opposé de ces mêmes valeurs, des comportements capitalistes et d'autres. De toute façon. On a un point qui revient par la suite, donc on pourra en parler un petit peu plus longuement. Oui, bien sûr, mais justement, on a un point là-dessus entièrement. Donc, tu me sors à chaque truc et là, tu ne tombes pas. Bon, d'accord, je ne l'ai pas placé. Nous, clairement, on n'a pas du tout la prétention de connaître des solutions qui permettent une repolitisation de la scène punk ou ce genre de choses. Mais on a essayé quelques pistes et c'est ce qu'on a fait depuis 5 ans à peu près, depuis 2012. On a participé à la création du festival antifasciste, donc il y a eu 5 éditions, maintenant ça se passe sur une semaine, pas mal de choses, avec l'Union antifasciste toulousaine, donc un collectif radical antifasciste de Toulouse. On a organisé des concerts de soutien avec la CREA. Pour ceux qui ne connaissent pas la CREA, c'est le collectif de réquisition d'entraide et d'autogestion qui ouvre énormément de lieux pour loger des gens qui ouvrent des CSA. Ça fait quelques années qu'ils sont bien actifs sur Toulouse, avec la CNT, donc la Confédération nationale des travailleurs. On a fait des concerts d'information sur le milieu carcéral. Alors, c'est assez marrant de voir un concert d'information sur le milieu carcéral. Souvent, on peut être tenté de dire qu'on aurait pu faire un concert anticarcéral. Et au moment des discussions internes, on s'est quand même rendu compte qu'on était clairement pas forcément tous d'accord entre nous et qu'on était simplement, on n'avait pas du tout les billes de parler de ce genre de sujet, ce qui prouve encore une fois la dépolitisation, même pour nous qui étions totalement dans le punk depuis des années. Parler du milieu carcéral avec clarté, c'était franchement difficile. Donc on a invité l'Envolée, la CLIM, le Génépi. On a aussi fait des concerts sur les langues minorisées, sujet qu'on ne connaissait pas forcément, qui venait beaucoup à cœur d'une des membres de l'association et qui nous a permis de tous nous former sur ces questions-là, plus ou moins. On a invité Libertat et d'autres organisations bretonnes et basques. En gros, tous ces événements, et ça nous aura vraiment permis deux choses. Ça nous a permis d'éclaircir nos positions politiques personnelles et collectives. Comme je le disais, sur la question du milieu carcéral, bon, c'est facile de dire qu'on est contre les prisons, pour autant, dès qu'on commence à parler, alors le côté punitif, et le bracelet, et la peine de mort, et ce genre de choses, on se rendait vite compte que, en fait, c'était un débat sans fin qui ne voulait rien dire. On avait clairement besoin de billes, d'organisations politiques qui se connaissent sur ces sujets, pour un petit peu se recentrer et savoir un petit peu de quoi on parle, sachant que c'est quand même des valeurs qui nous tenaient à cœur, sinon on ne se serait pas attaqué. Je ne suis pas d'accord. Mais va te faire foutre. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, en effet, pour les concerts à thème, on se réunit, tous les bénévoles de l'asso, et on cherche un consensus. Alors, en effet, la question du milieu carcéral, ça a fait débat, parce que je suis désolée, même si dans notre engagement collectif, eh bien, on est bien content de faire des concerts, dans nos engagements politiques personnels et individuels, il y a des gens qui ne sont pas forcément contre le milieu carcéral. Du coup, en effet, on est passé d'un concert anti-carcéral à un concert sur l'information carcérale, parce que ça n'enfermait pas une position et ça permettait d'ouvrir le débat sur, ou en tout cas, d'un moment donné, d'ouvrir le débat, voilà, de dire que voilà, c'est pas forcément... Mais j'ai pas dit que toute l'asso était anticarcéral. Non, tu l'as dit à moi. Tu l'as dit, mais à moitié, moi. Mais... Bon, tu veux que je dise que j'étais le seul à défendre ça? Ah non, je ne veux pas du tout dire ça. Je veux dire qu'on est parti d'une idée donc, personnelle et individuelle, que cette idée-là, elle mène à un collectif, et que le collectif, eh bien, on cherche un consensus quand même sur des soirées à thème ou à soutien, et que là, il n'était pas, et qu'il a fallu trouver un consensus, et le consensus a été, on n'est pas anti, mais on fait un thème sur le milieu. Là, je suis assez d'accord. Après, ça, c'est un point, c'est des dissensions internes sur certains points. On peut dire pareil, on n'a pas eu de problème à organiser un festival antifasciste de base, alors que je pense que... Parce qu'on est tous sur le papier antifasciste, bien sûr, mais alors, on n'avait aucune bille sur la formation politique de l'antifascisme radical d'aujourd'hui. Alors, moi, on est au-delà d'être antifasciste, on est tous sur le respect et une égalité humaine. Donc, du coup, ça va avec ces idées-là d'antifascisme. Et ça va pas avec les idées contre la cancer. Je suis désolé, là on part en débat entre nous. Ah bah ouais. C'était pas une bonne idée tous les deux. Non, le stylo quand même tombe de plus en plus souvent. Ouais, c'est pas bon stylo. Toi tu vas me chercher une autre minute. Tu vas pas aller chercher un seul livre. Et en gros, tout ça, ça nous a permis d'éclaircir nos positions politiques personnelles et collectives. Tout à fait. Et surtout de tisser énormément de liens avec des personnes qui ne gravitent pas forcément autour de la musique punk. Il y a plein de gens qui sont très sensibles aux valeurs également véhiculées par la musique punk, mais qui n'aiment pas forcément la musique dans son style, hein, les goûts et les couleurs, on sait très bien ce que ça donne. Et c'est pas pour autant qu'on n'aimerait pas qu'ils soient avec nous pour défendre telle ou telle valeur. Pour le coup, ça a été un petit peu gagnant-gagnant.
Est-ce que vous voulez poser peut-être quelques petites questions avant qu'on envoie sur une espèce de pseudo-conclusion? De finir. C'est bon. Alors parce que l'alarme a commencé à sonner, je crois que j'ai réussi à négocier ou à mitonner un peu sur 21h30, je suis ah ouais. qu'on a gardé jusqu'à là. Mais ça va être un peu fausse. Et juste, du coup, peut-être vous faites la conclusion et après on continue un peu le débat autour du super buffet qu'on a préparé et autour de bien et tout. Comme ça, c'est vraiment l'alarme se met à sonner à 21h30, au moins c'est bon. Pas de souci. Okay. Alors du coup, en gros, on pourrait reprendre un petit peu, si on aurait le temps, on pourrait reprendre un petit peu, vite fait, reparler succinctement de tous les points en fait qu'on a parlé. On a parlé donc des concerts, des lieux, de l'organisation financière, matérielle, de la com, de l'enregistrement, du pressage, de la diffusion. On a parlé de pas mal de choses autour de la musique et du punk, et on a parlé surtout des problèmes auxquels on était confrontés, des solutions qu'on pouvait y trouver. Pour des solutions, il y en a des millions. Nous, la Parti Libre, ce qu'on a fait comme choix, on a fait le choix de politiser la plupart de nos actions, tout simplement pour rester en cohérence avec nos idées. Ça a demandé pas mal de remises en question et pas mal de chantiers, on va dire. Mais on se remet régulièrement en question, on ne prétend pas du tout être parfait, on est vraiment en construction permanente sur ces questions-là. Et on ne prétend pas détenir la vérité. Pas du tout. C'est la nôtre. Je sais même pas si c'est la nôtre. Mais du coup, clairement, de poser ce regard politisé en fait, sur chacune de nos actions, ça nous a permis plusieurs choses. Dans un premier temps, ça nous a permis de nous affranchir des difficultés logistiques, comme on l'a vu, les lieux, les matériels, la production. Dans un second temps, ça nous a permis de maîtriser l'aspect financier pour maintenir l'accessibilité et la cohérence, que ce soit pour nos concerts, pour la diffusion de nos productions. Et surtout, ce qui nous a semblé important, ça nous a permis de procéder à un rapprochement auprès des personnes qui ne sont pas forcément fans de la musique punk, mais qui sont vraiment sensibles aux valeurs qu'elle véhicule. C'est sûr que s'il n'y a que de la musique dans nos concerts et rien d'autre à se mettre sous la dent, les gens qui n'aiment pas la musique punk, ils n'y mettront pas les pieds, quoi. Si pour autant on est en lien et on propose pas mal de matériel sur des idées politiques, il y a plein de gens qui viendront y mettre les pieds pour rester en haut, boire une bière et discuter un peu avec les gens sur place, sans forcément descendre voir le concert. C'est quelque chose qui nous a paru très intéressant et qu'on a pas mal constaté depuis qu'on s'est lancé dans les concerts de soutien. Par contre, quelque chose qui nous paraît un petit peu terrain glissant et assez dangereux sur cette question de poser un regard politisé sur la question du punk, c'est qu'on est obligé de le faire dans la globalité, c'est qu'on ne peut pas le faire partiellement. J'ai une petite comparaison à la con à la fin qu'on s'était marqué. En gros, un festival Antifa à 20 balles, l'entrée organisée par des gros bofs. Est-ce que sur le papier, ça semblera bien plus politique qu'un petit concert dans la cave à Babelwed avec les groupes du coin, sûrement à prix libre, mais clairement, on peut se poser le sens. On peut se poser la question du sens de tels événements. Qu'est-ce qu'ils ont politisé, mis à part dans leur affiche? Vraiment, c'est les actions, comme le disait tout à l'heure Arnaud, à croire qu'on est toujours un petit peu dans la même scission. Il y a des gens qui vont croire que de par leur positionnement, ils sont politiques, et il y a des gens qui, de par leurs actions, vont vouloir être politiques. Et nous, ce qu'on a fait clairement comme choix, comme on l'a dit, c'est de politiser toutes nos actions au maximum. Et du coup, on se rend compte qu'il faut le faire dans sa globalité, que ça demande énormément de chantiers personnels et collectifs. Et notamment, ça demande de s'attaquer à tous les problèmes. Et en fait, c'est peut-être pas trop dur de s'attaquer à des questions d'antifascisme au sein de la scène punk, quoique là, dans la salle, il n'y a que des blancs. Désolé, c'est placé. Et, non, il y a que des blancs. Bon, si, vous êtes un peu... Vous êtes trop clair, on n'a pas de caution noire. Non, mais regarde, il y a peu de gonzesses, il y a beaucoup de mecs, la scène punk, elle est très représentative de ça. Mine de rien, tu fais les trois quarts des concerts, même les trois quarts des manifestations antifascistes, c'est hallucinant, quoi. Il y a une fracture, clairement, qui est là-dedans. C'est un constat, c'est pas quelque chose qu'on prétend résoudre ou autre. Le plus gros, là où on voit le plus gros paradoxe de la scène punk, c'est justement aucun problème. À venir à des concerts antifascistes, à venir à des concerts militants sur certaines causes et à véhiculer des propos et des idées, des comportements, tout. Et généralement, le plus gros problème qu'on a remarqué sur la question des dominations sexistes, c'est ultra récurrent. Le milieu punk est à la ramasse sur ces questions-là. Nous les premiers, on est clair là-dessus. Pour autant, on est quand même en train d'essayer de se remettre en question sur ces choses-là, que ce soit en interne, que ce soit en externe, sur les événements qu'on peut proposer. En gros, là, on pose un petit peu
on jette le bébé, quoi. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous semble vraiment important, voire même vital, d'amorcer les réflexions et les actions communes sur cette question-là, parce que la question du ralliement des punks aux idées antifascistes, c'est bon, quoi. Ils sont tous là, oh, il y a enfin une manif, antifa. Non, la question, par contre, ces gens-là, ils se comportent comme des gros bofs à chacun de nos concerts. Par contre, ces gens-là, on a des histoires de viol, on a des histoires de tout ce que vous voulez à la pelle, qui sont plus que banales. C'est du sexisme ordinaire, c'est du sexisme ordinaire au sein de la scène punk. C'est quelque chose, nous, qui, justement, nous, à force de se politiser dans nos actions, qui nous a sauté aux yeux. Quand on a commencé, on ne voyait pas tout ça. Très clairement, c'est pas des choses qui nous importaient peu. Et donc, dans cette continuité un petit peu de politisation de nos actions et de nos idées, on aimerait clairement nous, arriver à avancer sur la question des dominations sexistes. Oui, si je peux me permettre, au-delà de ça, c'est la question du sens et de la cohérence, quoi. De venir dans un concert antifa, dit antifa, ou dans un concert dans un mouvement punk, et de manquer de respect à n'importe qui, que ce soit un homme ou une femme. Alors oui, il y a du sexisme, mais il y a aussi du non-respect, quoi. Et à la base, avant le sexisme, pour moi, le problème c'est le non-respect, quoi. Et là, bon, bref. Mais en tout cas, quelle est la cohérence de venir et d'adopter un comportement dégueulasse et de venir et se dire, ah, moi je suis antifa. Après, on parle pour le public, mais on parle aussi en tant qu'organisation. En tant qu'organisation, on peut voir, pour prendre l'exemple justement des festivals antifascistes, parce que c'est un petit peu les événements punk politisés qu'on voit un petit peu les plus gros qui traînent en France. On peut avoir, on avait le festival à Limoges, on a le festival qui a eu il n'y a pas longtemps à Paris. Bon, c'est très difficile de retrouver une cohérence là-dessus. Il y a le LAF, le Lyon Antifa Fest. Bon, chacun a eu ses expériences, mais des casseroles, ils en ont pas mal qui s'entraînent. Leur première affiche, elle était juste dégueulasse à souhait de sexisme, quoi. C'est... bon, c'est con, je les ai pas sortis. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce que nous, asso, on fait quand on organise, quand on voit ce genre de comportement, qu'est-ce qu'on en fait sur un instant T? C'est ça qui fait qu'on est politique ou pas? C'est ça qu'on veut amorcer aussi tous ensemble. On a abordé plein de points, on était un petit peu fouillis, on était un petit peu bordel parce que c'est hyper difficile. Généralement, il y a quand même un manque d'idéologie entre maintenant, entre le punk d'avant et le punk de maintenant, il y a quand même, ça s'est dégradé en idéologie, c'est vrai, en chouba. Donc ce serait pas mal de faire après les concerts, de distribuer des petits tracts, des trucs comme ça, parce qu'il n'y a plus d'informations. L'éducation et l'information ne passe pas du tout. En général, je trouve maintenant. Voilà. Là, vous n'avez pas tort avec tout ce qui est sexisme. Et souvent, les punks sont là dans les concerts et ils se pètent la gueule sur les enceintes et rien à foutre. Enfin, à la base, voilà, c'est ça. Surtout comme il dit, c'est pas forcément des idées, c'est un manque de cohérence. Ouais. Si, l'éducation aussi. L'éducation. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Mais l'exemple du respect du matos, je trouve que c'est un très bon exemple aussi. Ouais, tu viens à un concert, et alors bon, t'es bourré, tu te casses la gueule, ok, mais quand c'est volontaire, que volontairement tu viens péter dans le matos, non, je suis désolée. Non mais t'es bourré, ça arrive, ça arrive à tout, ça peut arriver. On l'a tous connu. Mais tu te dis, quand tu fais tout pour... quand on vient te voir plusieurs fois pendant le concert à te dire vas-y dégage de là s'il te plaît, et il y a le matos, machin, et à un moment donné, qu'est-ce que tu viens chercher là? Alors tu veux quoi? Que la scène elle s'arrête? Tu veux venir profiter des concerts? On parle d'éducation, des quoi faire, je sais pas trop. On est dans une société de consommation où tu fais quelque chose qui va et tu fais pas attention à l'avant et l'après. Nous on a eu les grands frères. Ouais, on a eu les grands frères avant. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fracture. Vraiment, parce que nous, on a la quarantaine. Ça se voit pas, ça se voit pas. Ça se voit pas. Il y a une fracture, ouais, voilà. Il y a une fracture. C'est vrai que toi, on a fait 4 ans de différence. Et ouais, voilà. Oui, c'est à 40 ans, moi je suis un peu plus jeune. Plus jeune. Non, voilà, ouais. Comme tu l'as dit, après, il y a un manque de cohérence, mais ça, on va pas se leurrer, ça vient pas que du punk. Hein. La société entière se dépolitise de manière générale. Mais justement, ce qu'on propose et ce qu'on trouve intéressant, c'est que nous, dans notre organisation, dans notre façon d'organiser des concerts punk, ça peut paraître basique, ça peut paraître éternellement des choses, mais dans les moindres de nos actes, il faut repolitiser ce qu'on fait, retrouver de la cohérence, retrouver énormément de choses là-dedans.
Certes, on ne pourra pas faire tous les concerts du monde à prix libre qui ne font que dalle, tout proposer de façon... Il y a l'amendement de cohérence dans la partie où il y a un côté consommation et pareil, mais c'est des dérives sexistes et des compagnies qui vont être partout. Je pense que l'idée, c'est vrai de mettre des tracts, justement, d'en parler, d'avoir un moment où on distribue des baffes quand ils font chier. Ouais, voilà, il faut les secouer. Soyons honnêtes, il faut le dire, Quartier Libre, on a fini par faire le tri dans les gens qui venaient au concert parce que, en fait, on préfère clairement avoir des gens qui n'ont pas de crête et qui ne sont pas avec des perfectos cloutés et qui sont là pour s'éclater, échanger, profiter de tout ça, plutôt que des vieux relous qui ont rien dans la tête. C'est une crête, quoi. Parce que, mine de rien, on a vu un paquet. Hein. Les gens, peut-être à la musique. Ça fait 3 heures qu'on doit éteindre, mec. Enfin, ce genre de choses, tu es toujours en train d'expliquer tout, la base aux gens. Non, on a fait notamment le 6e anniversaire de l'assaut. On a eu la mauvaise idée de faire 6 groupes, 6 ans 6 groupes. Et dans ces 6 groupes, il y avait les 2 groupes de l'assaut, donc ça faisait que l'assaut était réduit à moitié d'effectifs. Bon, ça a été le gros bordel, quoi. Clairement, baston sur baston sur baston. Un mec qui finit par taper toutes les meufs qui voient en passant. Enfin, non, ce genre de... Bah, si. Non, il a bousculé une meuf et il m'a tapé avant. Il vient de taper dedans. Ah non, non, mais des histoires sur lesquelles... oui, après, en 10 ans d'existence, moi, j'ai eu des coups d'une meuf et d'un gars, quoi. Après, voilà, c'est... Mais tu prends des risques aussi, un peu comme ça, il faut peut-être... Soit tu laisses faire, soit t'interdis. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Sans les jeter. On fait quoi, plus